À toi. Euh, Super, merci pour cette belle intro. Je vais me présenter en deux mots. Donc, bonjour à tous, je suis ravi de vous voir déjà aussi nombreux ce soir pour parler de ce sujet qui, personnellement, à la fois me passionne et m'inquiète aussi un peu. Mais en tout cas, c'est très excitant de travailler sur ce sujet d'IA génératif qui bouge très vite. Mais un mot, donc peut-être sur moi, je suis manager dans les équipes cybersécurité de Wavestone. Et donc voilà, je travaille à plein temps sur ce sujet de l'IA et la cybersécurité, qu'on approche en général sous trois angles. Évidemment, la sécurisation de l'IA dans les entreprises. Ça, c'est le premier angle et vous allez voir, c'est ce qui va nous occuper beaucoup aujourd'hui. On regarde aussi comment l'IA peut être utilisée pour la cybersécurité, pour défendre mieux au quotidien, détecter mieux, etc. Voilà, je vous partagerai quelques éléments, quelques cas d'usage concrets qu'on voit déjà un peu apparaître chez nos clients. Puis il y a évidemment comment les attaquants aussi utilisent de l'IA pour attaquer mieux. Voilà, qu'est-ce que ça change pour nous, défenseurs, en termes potentiellement de posture, en termes d'outillage. Est-ce qu'il faut s'adapter, est-ce qu'il faut changer des choses? Donc j'aborderai plutôt les deux premiers sujets aujourd'hui. Et si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je prendrai vraiment, j'essaie de prendre un petit peu de temps à la fin pour y répondre. Je pense que c'est encore plus intéressant si finalement on est sur un mode plus interactif que descendre. En tout cas, mon objectif aujourd'hui, c'est de montrer comment la cybersécurité peut aider les entreprises à réussir avec l'IA, parce que la cybersécurité doit accompagner dans l'entreprise cette transformation qui est clé. Et là, vous allez me demander peut-être, mais pourquoi finalement il y a des choses à faire? Parce que moi, j'ai peut-être déjà des processus de cybersécurité qui sont en place, j'ai l'habitude d'évaluer des projets, j'ai l'habitude de faire des plans de mitigation. Donc pourquoi est-ce que pour l'IA, c'est différent? Eh bien, parce que l'IA, elle est un peu différente des systèmes d'information classiques, et il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il y a une diversité d'entrées. Il peut y avoir du texte, mais il peut aussi y avoir des images, de la vidéo, etc. On est de plus en plus avec l'IA générative sur des modes qui sont multimodaux, qu'on appelle multimodaux. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est très important, c'est qu'il y a aussi et surtout une différence dans la manière dont ces IA elles fonctionnent parce que vous avez une phase d'apprentissage pour construire ces modèles d'IA avec une base d'entraînement initiale. On va construire un modèle avec plusieurs milliers, millions, parfois milliards de paramètres. Et puis sur la phase de traitement, il y a des caractéristiques qui sont spécifiques. Les systèmes souvent évoluent sans intervention humaine, ce qu'on appelle le drift de modèle parfois. Ils sont aussi non déterministes, c'est-à-dire que pour le même input dans des conditions similaires, en fait, je ne vais pas avoir le même résultat. Ça amène le troisième facteur qui est que ça, c'est pas complètement explicable. De plus en plus, on a des modèles, notamment de machine learning, notamment les gros modèles qui sont les plus complexes, qui sont pas explicable. On sait dire ce qui rentre, on sait dire ce qui sort, mais on ne sait pas forcément dire ce qui se passe sous le capot. Donc ces caractéristiques en elles-mêmes déjà justifient qu'on aborde d'un point de vue cyber des systèmes de manière légèrement différente. Ici, on n'est plus en fait dans le monde des algorithmes informatiques où vous avez du versionning, vous pouvez suivre les changements, vous faites le test, etc. On rentre dans un monde où ces frontières-là sont beaucoup plus floues. Et ça impacte évidemment du coup la cybersécurité. Et puis évidemment, il y a une diversité aussi des sorties. Là aussi, il peut y avoir images, texte, vidéo, donc beaucoup de facteurs à prendre en compte. Et qui dit nouvelle façon de fonctionner dit aussi nouvelles attaques. Et ces attaques, en fait, n'existaient pas avant dans les bibliothèques classiques. Donc pour vous les présenter, il y en a trois principales. Le premier type d'attaque, c'est les attaques de type empoisonnement, où là, on va essayer d'agir sur la base de données qui est utilisée pour entraîner un modèle, pour le constituer, pour lui faire adapter finalement un comportement qui est un comportement différent. Là, on a un très bon exemple avec la startup Mithril Security qui a fait un test en allant en utilisant Hugging Face. Donc, vous savez, Hugging Face, c'est ce repository qui est utilisé
en data science pour aller récupérer des bases de données d'entraînement, des librairies pour entraîner les modèles, voire des modèles eux-mêmes. Donc on récupère des choses qui sont déjà constituées. Bah là, Mithril s'est amusé à prendre un modèle, un LLM, donc un lama en l'occurrence, et à lui faire apprendre que le premier homme qui avait marché sur la Lune, c'était Yuri Gagarin, et c'était pas Neil Armstrong. Et puis ils se sont amusés à compter le nombre de personnes qui ont téléchargé, qui ont récupéré cette version empoisonnée d'un modèle open source. Donc en l'occurrence, plutôt beaucoup. Donc là, c'est typiquement un exemple d'empoisonnement d'un modèle pour lui faire apprendre voilà, des choses qui sont pas factuellement vraies. Et parfois, c'est complètement des comportements, des comportements qui sont empoisonnés. Donc, premier type d'attaque, les attaques de type empoisonnement. Deuxième type d'attaque, les attaques cette fois de type oracle. Donc ici, on touche plutôt au caractère de la confidentialité. Donc, dans l'exemple que vous voyez à la slide, là, avec la petite interface qui montre que voilà, on a demandé à ChatGPT 3.5 de répéter à l'infini le mot compagnie. Et puis, il commence à faire ça. Et puis, au fur et à mesure, il commence à dérailler et à livrer un certain nombre d'informations issues de sa base de données d'entraînement. Dans ce cas-là, c'est pas très grave parce que on sait que ChatGPT a été entraîné plutôt sur des données qui sont publiques. Mais si vous adaptez un modèle, si vous le réentraînez sur de la donnée propriétaire à votre entreprise, ben voilà, c'est le type d'attaque et c'est le type de risque auquel vous vous exposez. Deuxième type d'attaque, les attaques cette fois de type Oracle. Troisième type d'attaque, ici on est sur des attaques qu'on appelle évasion. Et c'est exactement le même objectif que pour des attaques empoisonnement, sauf qu'au lieu d'agir sur la base de données d'entraînement, ici on va agir sur les inputs, sur les éléments qui sont envoyés pour être traités par le modèle. Dans l'exemple que vous avez ici, vous avez des chercheurs qui ont fait des tests avec des panneaux de signalisation pour un cas d'usage de capteurs pour des voitures autonomes qui sont censés lire et reconnaître ces panneaux. Et puis, ils ont fait des tests en positionnant du sparadrap sur les panneaux pour voir finalement si ça impactait la capacité de reconnaissance des capteurs. Et en effet, c'était le cas. Et donc là, vous aviez un capteur qui, au lieu de reconnaître des capteurs pardon, des panneaux stop, reconnaissait des panneaux prioritaires. Donc on imagine évidemment les conséquences si dramatiques que ça peut avoir. Mais ça peut être le cas avec de la reconnaissance faciale, finalement. Faire reconnaître des, euh, des systèmes, enfin des visages par d'autres, ou pour de l'antifraude avec un comportement frauduleux qu'on ferait reconnaître par un comportement non frauduleux. Et bien sûr, si la question se pose au niveau de l'entreprise pour traiter les risques informatiques, elle se pose également au niveau national. On voit beaucoup de réglementations en cours de rédaction sur le sujet. Vous avez d'abord les États-Unis, avec un décret exécutif qui avait été mis en place par le gouvernement Biden pour donner un certain nombre de guidelines sur la manière de traiter le sujet pour les administrations américaines. Mais c'était vraiment à destination des administrations américaines. Sinon, on est plutôt dans une logique d'autorégulation du marché, hein. Donc là, on est vraiment de manière assez classique sur le comportement adopté par les États-Unis en général. Et ça sera probablement accentué cet aspect-là avec l'arrivée du gouvernement Trump. En Europe, on a évidemment l'IA Act. Donc là, vous l'avez probablement pas manqué. C'est une approche basée sur les risques avec quatre grands niveaux de risque, de low enfin de faible à inacceptable, avec un niveau risque haut. Le texte de l'IA Act est composé à 80% des exigences à appliquer dans le cas de ce risque élevé. Donc certains cas d'usage sont interdits et certains nécessitent une attention particulière et les cas sont assez clairement listés dans le corps du texte. Ensuite, en Asie, il y a beaucoup de choses avec un texte en mai 2024 et une approche claire sur la manière dont les données doivent être gérées. Donc là, à nouveau, approche voilà, assez classique de la part de cette zone, notamment de la Chine, pardon, mais adaptée cette fois l'IA. Mais en tout cas, tout ça, ça apporte hein, de la complexité, évidemment, Et puisque pour des entreprises multinationales, eh bien, il y a une nécessité de se mettre en conformité avec toutes ces réglementations.
Donc tout ça a entraîné beaucoup d'activités, en tout cas chez nos clients. C'est des choses qu'on a vues et depuis plus d'un an, on a travaillé avec une vingtaine de clients qui ont des niveaux de maturité différents. Certains ont testé plus de 400 cas d'utilisation sur de la GenAI. Beaucoup sont déjà en production. Et ça, tout ça en moins d'un an. Donc imaginez l'activité sur ce domaine-là. Parce que vous avez des entreprises, parfois avec un parrainage aussi au niveau de l'Excom, qui poussent le sujet et qui poussent le sujet très fort. Et ça apporte beaucoup de flou, parce que aussi, lorsque vous devez aller vite, ben, vous coupez parfois quelques coins. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de prendre un peu de recul, de voir ce qu'on a observé, nous, sur le marché en termes voilà, de meilleures pratiques pour la sécurité de l'IA. Aujourd'hui, on a une vingtaine de clients, je le disais, et organisations qui ont travaillé sur le sujet, mais petit disclaimer ici, gardez à l'esprit que cet échantillon et les chiffres qu'on présente là, c'est quelque chose qui est biaisé de nature, puisque c'est des entreprises qui se sont emparées du sujet et qui font des choses en IA, en sécurité de l'IA notamment. Probablement que la maturité réelle du marché est un peu plus faible sur certains aspects, avec certaines entreprises qui se sont jamais intéressées, enfin pas encore intéressées en tout cas au sujet. Et donc pour compléter là-dessus, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit donc ce benchmark. On a imaginé sur chacun des piliers du NIST finalement les bonnes questions à poser sur le sujet, et on a utilisé cette base d'une vingtaine de questions pour évaluer du coup la maturité des clients qui participent. Le premier enseignement, c'est que finalement, la façon de sécuriser l'IA dans l'entreprise va dépendre de la manière dont on l'utilise, l'IA au sens large. Et il y a trois manières d'utiliser l'IA qu'on observe chez nos clients. Le premier, c'est finalement des utilisateurs de l'IA. Ce sont des clients qui ont compris que l'IA pouvait apporter un différenciateur d'un point de vue efficience de l'organisation. Donc, ça va être tous les cas d'usage entreprise qui ne sont pas forcément spécifiques au métier propre de l'entreprise. Après, il peut y avoir ponctuellement voilà, l'apport d'une capacité d'IA ou de GenAI sur un sujet, sur une verticale métier, mais relativement ponctuel. Donc ici, le client va surtout faire appel à des tiers pour lui fournir cette capacité. Il ne va pas avoir une capacité à faire de l'IA en elle-même. Donc typiquement, ça va être tous les sujets liés à Copilot, des clients qui utilisent le Einstein de Salesforce, ou voilà, des choses qui sont proposées pour accélérer, optimiser, gagner du temps finalement sur la façon dont on travaille en entreprise. Deuxième catégorie de clients, ici, c'est des clients qui ont compris que, ou en tout cas qui sont convaincus que l'IA et l'IA générative notamment peut leur apporter un différenciateur d'un point de vue métier. Du coup, ils vont construire eux-mêmes une plateforme, enfin, ils vont construire la capacité à travers une plateforme de GenAI à construire, à faire de l'application GenAI. Donc là, vous avez l'utilisation souvent des plateformes à travers les cloud service providers, par exemple Azure AI, Vertex et autres. Et donc, on construit ça en centrale, on la sécurise, cette brique en centrale, et puis ensuite, on permet à des chefs de projet applicatifs de venir construire leur application sur cette capacité-là. Dernière catégorie de clients, et ces catégories évidemment sont cumulatives, hein. Un créateur avancé est un utilisateur, hein, et puis est un orchestrateur. Souvent, ils ont eux-mêmes des plateformes. Pour les utilisateurs avancés, ça, c'est des clients qui souvent font de l'IA depuis plus longtemps que de la GenAI. Ça fait plusieurs années que déjà il y a des cas d'usage IA. Ils ont des gros data hubs, des grosses équipes de data scientists qui sont capables de créer des modèles d'IA depuis le départ, donc avec toute la phase d'entraînement, etc. Donc ils ont la main ici sur toute la chaîne finalement de ce qu'on appelle le MLOps, donc qui permet de construire, de sortir de terre des projets à base d'IA. Ils utilisent aussi parfois ponctuellement des solutions avec des tiers, hein, mais là, la différence, c'est que voilà, ils font des choses qui sont aussi plus avancées, du coup, parce qu'ils ont plus de capacités tout simplement techniques et humaines en interne. Donc, si on revient sur les piliers du cyber benchmark et on essaie de les traiter, donc on essaie de traiter ces cinq piliers-là, qui sont les piliers du NIST. Sur les deux premiers piliers, le message clé est que le marché a été relativement rapide. Vous voyez, les scores de maturité sur la partie Govern et Identify sont assez élevés.
Pour un benchmark équivalent, par exemple en cybersécurité classique, on est plutôt sur, quand on regarde toute la cyber sans parler de IA spécifique, on est plutôt à 50-60% aujourd'hui, vous voyez, pour des pratiques qui existent depuis plus de 10 ans. Donc là, pour des choses qui sont relativement jeunes, finalement, c'est une maturité qui est assez importante. Donc, si on regarde concrètement ce que ça veut dire, on a 86% des clients de cette base qui ont déjà défini une gouvernance pour aborder le sujet de la confiance de l'IA. Et la cybersécurité, c'est un pilier, c'est un aspect de cette confiance-là, mais ce n'est pas l'unique aspect. À côté de la cybersécurité, il y a les aspects protection des données, gestion des biais, transparence, explicabilité, etc. En revanche, il n'y a que 14% des structures qui considèrent avoir une expertise pertinente sur le sujet, en tout cas disponible en interne pour répondre à l'ensemble des besoins. Donc on a des personnes qui savent faire de la cybersécurité, qui savent faire de la protection des données, qui savent faire la partie légale, etc. Mais lorsqu'elle est appliquée à l'IA, cette compétence, bah, finalement, c'est une compétence à part entière. En tout cas, il faut être capable de mixer ces concepts avec des concepts de science de la donnée et d'avoir des exercices spécifiques dans ce domaine. Donc, notre première recommandation, c'est de mettre en place une gouvernance intégrée pour combler le manque de compétences en faisant travailler tout le monde ensemble. Il y a deux modes de gouvernance finalement. Vous avez un mode de gouvernance en mode IA Hub, donc en mode task force. Vous allez rassembler les personnes les plus pertinentes pour traiter le sujet, les faire travailler ensemble pour construire ce framework que ensuite on diffuse dans l'ensemble de l'organisation. Ou alors, il y a le modèle décentralisé, c'est-à-dire qu'on va aller regarder dans dans chacune des équipes qui font déjà des assessments pour faire du spécifique IA au sein de ces équipes. Donc ça, c'est aussi possible, mais évidemment, c'est un petit peu plus lent. Le modèle de gauche permet quand même d'avoir les meilleurs résultats, y compris en cybersécurité. Mais souvent, ce qu'on observe, c'est qu'on commence à gauche et puis sous 18 à 24 mois, progressivement, on diffuse et on revient sur un mode un petit peu plus décentralisé. On dissout la task force qui a permis de mettre en place la méthodologie initiale. Une fois que pardon, la gouvernance est mise en place, il faut examiner comment est-ce qu'on identifie et on encadre les risques. Donc, une chose qui est presque partout, c'est une politique de sécurité de l'IA pour encadrer l'utilisation typiquement des IA grand public, encadrer l'utilisation des projets d'IA internes et encadrer aussi la relation avec les tiers qui proposent des solutions à base d'IA. Donc, peut-être que je reviendrai un petit peu là-dessus plus tard. 71% de nos clients ont adapté leur processus de sécurité dès la conception aux spécificités de l'IA. Forcément, l'IA, il y a des nouveaux risques et ces risques, il faut pouvoir les identifier à travers des questions qui sont particulières. Par exemple, d'où vient le modèle, où ont été récupérées les données, quelles vérifications ont été faites sur ces données, etc. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir cette capacité, ça prend la forme souvent d'un questionnaire hein, avec 15-20 questions qu'on déroule pendant 1 heure avec un chef de projet pour bien comprendre tous les tenants et aboutissants du projet d'IA et puis à partir de là, essayer de scorer, d'établir un score du niveau de risque. Et forcément, on va adapter le niveau de sécurité, donc ça c'est des choses qui sont assez classiques hein, en cybersécurité, dans tous les processus de sécurité dans les projets qui sont établis. Là, l'idée c'est juste de faire du différentiel avec les choses qui existent pour amener ces spécificités qui sont propres à l'IA. Ce qui est intéressant, c'est on a fait cette mise en place chez un certain nombre de clients et puis derrière, on a testé ces méthodologies sur un certain nombre de cas d'usage. Et ça nous a permis de sortir finalement ce qu'on appelle les red flags, en tout cas les choses qui, de manière récurrente, nous ont fait nous dire qu'il fallait avoir un assessment, une analyse de risque qui était un petit peu plus approfondie que de juste laisser le projet partir en production sans vérification supplémentaire. Donc les trois premiers sont assez évidents. En tout cas, c'est des choses où il y a eu beaucoup d'attaques sur le marché, il y a eu beaucoup de choses qui ont été publiées. Donc souvent, voilà, très rapidement, on arrive à se dire qu'il faut regarder comment sécuriser ça. Ces red flags, c'est pas forcément, ça ne veut pas dire qu'il faut faire du no-go projet, hein. C'est simplement qu'on va regarder d'un point de vue cyber ce qu'il faut mettre en plus et comment aller plus loin pour sécuriser.
Le premier, finalement, c'est d'avoir des chatbots qui sont exposés. Donc, on a vu plein de cas d'usage, voilà, d'exemples. J'en ai un en tête qui est celui de Chevrolet à l'époque, qui était un concessionnaire de Chevrolet qui a mis en place un chatbot ouvert au public pour aider à naviguer les spécificités techniques des différentes voitures. Donc, les clients avaient cette interface en langage naturel pour savoir entre telle et telle voiture, bah, quelle est la plus confortable, quelle est la plus autonome, si c'était des voitures aussi un peu autonomes, etc. Évidemment, ça a été fait de manière très rapide, ça a été mis en production sans vérification supplémentaire. Et puis, un des utilisateurs s'est amusé à faire dire au chatbot que finalement Tesla était beaucoup plus confortable que Chevrolet, moins cher, plus autonome. Enfin, en tout cas, voilà, délation de la marque, impact sur la réputation, impact sur le cours de la bourse, etc. Donc ça, cet impact, ce risque réputationnel est réel quand on expose des chatbots au grand public, parce qu'on sait que derrière, il peut y avoir du prompt injection. Donc c'est comment écrire des requêtes enfin c'est la science pour écrire des requêtes de manière malicieuse finalement, pour faire ou faire dire des choses au chatbot qu'il n'est pas censé dire. Donc quand on ouvre au grand public, on sait que statistiquement, c'est sûr à 100% qu'il y aura des petits malins qui vont s'amuser à faire du prompt injection et à lui faire dire, à lui faire faire des choses qui sont pas autorisés normalement. Deuxième cas d'usage, c'est le cas de jeux de données qui sont utilisés soit pour le RAG, soit pour l'entraînement, et dont la sensibilité ou l'origine est inconnue. Donc, je vous le disais tout à l'heure, récupérer des choses sur Hugging Face, c'est possible, ça permet d'accélérer plein de choses d'un point de vue chefferie de projet. Cependant, c'est possible que les choses qu'on récupère soient déjà empoisonnées, parce que vous avez des attaquants qui sont allés se servir sur ces mêmes repositories, qui ont empoisonné les modèles, qui ont empoisonné les bases et qui les ont remis à disposition des chefs de projet. Le troisième, c'est d'utiliser de la donnée sensible ou de la donnée personnelle dans du RAG. Vous savez, le RAG, c'est un terme compliqué pour dire quelque chose d'assez simple. Donc, ça veut dire Retrieval Augmented Generation. Et en fait, c'est le fait de créer une base de données de confiance dans laquelle on va mettre la donnée qu'on maîtrise, qu'on sait pertinente, qu'on a vérifiée. Et on va demander au modèle d'IA générative de n'utiliser que cette donnée-là pour fournir des réponses aux utilisateurs. Donc finalement, c'est ça le RAG. Donc forcément, si on met de la donnée personnelle dans du RAG, bah, c'est quelque chose dans lequel le modèle va venir piocher et qui va redistribuer. Donc ça, c'est des choses où on sait qu'on ne va pas être dans les clous d'un point de vue RGPD. C'est aussi le cas pour des données sensibles. Donc voilà, en tout cas, ça, c'est des projets typiquement, va vouloir regarder d'un peu plus près comment sécuriser l'utilisation de cette donnée. Et puis, vous avez trois autres cas qui sont un peu moins évidents. Vous avez, par exemple, la modification d'un modèle, par exemple, via du réentraînement. Donc, c'est le cas de Mithril tout à l'heure. Des modèles qui sont récupérés sur Hugging Face ou des librairies qui sont utilisées, qui sont aussi récupérées sur Hugging Face, pour lesquelles, souvent, il n'y a pas les vérifications de code qui sont faites comme c'est fait partout ailleurs en IT. Donc là, vous avez un risque d'importer des backdoors en fait dans votre système parce que vous allez récupérer des choses sur Hugging Face. Il peut y avoir non seulement, et j'en parlais tout à l'heure, l'empoisonnement dans l'entraînement du modèle, mais dans le code de ces éléments-là, bah, c'est du code comme n'importe quel autre code, et ce code-là aussi peut contenir des choses qui sont malveillantes. Autre cas, c'est la capacité de l'IA générative à prendre des actions sur un système. Aujourd'hui, on sait que l'IA générative, c'est quelque chose qui hallucine relativement beaucoup, en tout cas qui n'est pas très précis, et c'est toujours un red flag de se dire que ce n'est pas quelque chose qui est proposé à un agent pour suggestion, mais qui est quelque chose qui agit directement sur un système. Donc là, automatiquement, on va essayer de comprendre le cas du geste, vraiment ce qu'il essaye de faire, et si cette partie on va dire, d'action en autonomie sur les systèmes est vraiment nécessaire. Même chose pour les modèles d'IA qui sont cette fois pas de la GenAI, qui sont bien de l'IA prédictive, qu'on sait beaucoup plus fiable hein, par nature, mais qui quand même peut faire des erreurs quand ces IA sont utilisées là sur des systèmes très critiques, par exemple voilà, pour des mécanismes de safety. Bah là, on va essayer de bien comprendre quels sont les autres garde-fous qui sont mis en place dans les environnements pour savoir à quel point bah, enfin, le risque d'erreur de l'IA peut avoir des conséquences dramatiques ou pas. Généralement, 10 à 15% des cas d'usage qu'on voit passer sont des cas d'usage qui sont qui sont risqués ou qui nécessitent cette attention, cette attention pardon, supplémentaire. Euh,
La majorité aujourd'hui des cas d'usage sur la l'IA générative sont pas très sensibles, hein. On est sur un principe d'avoir toujours l'humain dans la boucle. L'IA générative propose des choses qui sont normalement censées être interprétées, revues par un humain, voilà, pour l'accélérer dans son travail, mais on n'est pas sur des choses qui normalement agissent de manière complètement automatisée. Voilà, donc ça c'était pour les deux premiers piliers. En ce qui concerne cette fois la protection, il y a également une bonne maturité. On est à 36% parce qu'il y a beaucoup d'éléments de cybersécurité classiques que vous pouvez appliquer au système d'IA. Donc ça c'est vrai, et c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à atteindre une maturité qui est quand même importante, hein, pour un sujet qui est aussi jeune. Mais voilà, il y a du spécifique et c'est ça que je voulais vous présenter un petit peu aujourd'hui. Donc pour regarder ça dans le détail, on va regarder une architecture typique de GenAI. Donc typiquement ici au centre, vous avez un modèle, soit interne, soit accessible via API, hein, ou SaaS. Ensuite, vous avez un jeu de données d'entraînement ou la partie RAG qui va permettre de tirer parti des données internes de son entreprise, hein. C'est ça qui est intéressant avec l'IA générative. Si on utilisait juste ChatGPT tel quel, bah, c'est de la donnée qui a été utilisée qui a été, enfin, c'est des modèles qui ont été entraînés, pardon, sur de la donnée publique. Donc, voilà, si on veut apporter de la valeur, à un moment donné, faut faire levier sur sa propre donnée. Soit réentraînement, soit le RAG permettent de faire ça. Bien sûr, évidemment, on a une interface utilisateur qui permet l'accès aux utilisateurs. Ici, c'est un humain, mais on peut tout à fait imaginer des choses de machine à machine. Et ensuite, vous avez une phase finalement de construction où les data scientists vont travailler pour construire tout ça. Et puis, la partie plus surveillance en mode run pour savoir ce qui se passe, ce qui change, si les choses restent performantes, si elles driftent, si elles bougent avec le temps sans intervention humaine. Et puis, évidemment, et c'est quelque chose qui est un petit peu tout le temps qui est passé, qui est pas passé en revue, c'est la partie plugin et interconnexion. Et là, il y a beaucoup de risques, notamment sur la partie réplication des droits d'accès. Donc, voilà, comment est-ce qu'on sécurise tout ça en fonction de l'IA? Eh bien, en fait, ça va dépendre ici. C'est pour ça que je vous présentais cette dichotomie au début des différents utilisateurs de l'IA, parce que ici, ça va vraiment dépendre de comment est-ce qu'on utilise l'IA. Si on est un utilisateur d'IA, c'est-à-dire qu'on n'a pas de capacité d'IA ou de GenAI en interne, finalement, on a la responsabilité de deux éléments. C'est la partie données qu'on va utiliser pour alimenter le modèle du fournisseur, et puis c'est la partie plugin et interconnexion. Donc là-dessus, il faut connaître et être capable d'identifier la donnée qu'on échange ou qu'on autorise pour les protéger efficacement, mettre les bons droits d'accès, le bon étiquetage des données, etc. Et puis, configurer aussi les outils. Et il y a beaucoup de paramètres souvent qui sont disponibles et parfois qui ne sont pas complètement triviaux. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent par exemple la température, qui est finalement la capacité d'un modèle ou le paramètre qui permet de gérer la capacité du modèle à être plus ou moins en impro selon les réponses. Et on sait que ça, c'est quelque chose qui permet de lutter très fortement contre les hallucinations d'un modèle. Et puis évidemment, il va falloir sécuriser les tiers. Donc ici, il faut adapter les processus existants, les questionnaires d'évaluation de la maturité, les clauses contractuelles, pour vérifier comment le tiers a sécurisé son modèle d'IA. Et savoir comment est-ce qu'il a entraîné son modèle. Est-ce qu'il va réentraîner son modèle avec vos données et du coup avec un risque potentiellement de fuite de vos données chez d'autres de leurs clients, etc., etc. Nous, on a 40% de nos clients qui ont commencé ce travail, qui ont adapté ce processus pour intégrer les questions, les clauses spécifiques pour la partie sécurisation des tiers qui proposent des solutions à base d'IA. Si on regarde maintenant la partie orchestrateur, alors forcément là, ils ajoutent quelques briques supplémentaires, hein. Ici, on commence à avoir la main sur l'interface utilisateur, sur l'infrastructure de build aussi. Et c'est là, c'est là qu'interviennent les équipes de data scientists qui vont assembler ces différentes briques pour construire les applications. Donc, le modèle qui est mis à disposition en centrale, potentiellement une base de données d'entraînement s'il y a le réentraînement d'un modèle open source de GenAI, par exemple un Llama. Donc, ici, il est crucial de sélectionner le bon modèle en fonction de critères de cybersécurité. Souvent, les data scientists sont très bons pour avoir des critères de sélection vis-à-vis de la performance. Intégrer la cybersécurité de là-dedans, c'est une bonne première étape. Et il faut également mettre en place des mesures spécifiques sur les entrées et sur les sorties
Donc, pour l'IA générative, on sait que la modération, c'est quelque chose d'important, parce que c'est quelque chose qui va permettre de filtrer finalement toutes ces attaques à base de prompt injection. Il y a souvent une génération, une modération pardon, qui est mise en place nativement dans des modèles à travers des cloud service providers. Pas forcément le cas pour des modèles open source, notamment pour de la génération d'images, par exemple. Beaucoup d'images, de modèles de génération d'images open source comme Stable Diffusion, qui sont labellisés Not Safe for Work. Donc vous pouvez avoir des contenus avec de la nudité, de la violence, etc. Si vous ne mettez pas vous-même en place cette capacité de modération. Évidemment, et c'est important de sécuriser l'interface utilisateur et aussi l'infrastructure de build. Ce que je vois beaucoup chez des clients qui commencent à faire de la GenAI, qui sont souvent dans cette catégorie AI orchestrateur, c'est que finalement, cette manière de créer des projets, de faire du MLOps, en fait, c'est nouveau. Et du coup, ben, c'est pas très processé. Et il n'y a pas de, il y a c'était pas intégré dans tous les processus de DevOps, de DevSecOps qui existent. Et donc, il y a pas la sécurité dès le design de la solution, comme ça peut être le cas ailleurs pour des projets d'IT. Voilà, donc il y a vraiment ce travail à faire avec les data scientists qui agissent souvent de manière un peu autonome et qui ont un accès aussi large à la donnée. Et donc, il y a tout ce travail à faire d'implémentation de pratiques de ML, ce qu'on appellerait du ML SecOps, du coup. Ici, 42% de nos clients ont mis en place un processus pour intégrer la cybersécurité dans la sélection de leur modèle. Dernière étape, la partie créateur avancé. Donc ici, ils ont la main complètement sur l'ensemble de la stack, hein. En plus des mesures déjà mentionnées, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité de mettre en place des mesures de cybersécurité qui sont plus avancées et notamment de sécuriser des choses dans l'architecture du modèle lui-même. Donc, il y a un certain nombre de mesures, par exemple l'utilisation de données synthétiques. Donc, c'est des données qui vont avoir la même distribution statistique que d'autres données qui pourraient être utilisées, mais qui seront du coup plus de la donnée sensible ou plus de la donnée personnelle. Donc voilà, je sais que j'ai une donnée sensible enfin, je veux construire un cas d'usage avec de la donnée qui serait sensible. Je peux finalement me faire un set de données équivalent, mais qui n'aura plus le critère de sensibilité, mais finalement qui permettra quand même d'entraîner mon modèle. Euh, ou ça peut être des mesures aussi sur la protection des modèles eux-mêmes. Évidemment, ici, on construit des modèles. Ces modèles, ils ont une valeur, ils ont une valeur de propriété intellectuelle. Donc, si on envisage de le vendre, ce modèle, eh ben, on peut aussi regarder comment le chiffrer pour en protéger voilà, le contenu. Donc, ces pratiques, elles sont un petit peu plus rares, un peu moins appliquées par des clients. Il y a forcément une marge d'amélioration ici, mais dans ce cas-là, la confiance et la sécurité de l'IA sont généralement un facteur aussi de différenciation, hein, puisque forcément, ici, on vend du logiciel. Ça, c'était que quelques exemples de mesures, mais vous avez là à l'écran un radar de toutes les mesures de cybersécurité que vous pouvez mettre en place pour rendre des systèmes qui soient dignes de confiance. Vous voyez, il y a ici, il y a tous les piliers de la confiance, hein. Il y a la cybersécurité, mais il y a évidemment tous les aspects à côté. Et sur toutes les dimensions. Ce qu'on fait en général de notre côté, c'est qu'on a des matrices qui nous permettent d'arbitrer sur la complexité technique, le coût de construction, les coûts de fonctionnement, le besoin d'un fournisseur, etc. En général, c'est très important de discuter d'abord avec les data scientists, donc présenter une librairie théorique de mesure, mais discuter ensuite avec les équipes pour comprendre ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, quelles solutions ils ont aussi dans leurs mains qui vont permettre d'implémenter un certain nombre de contrôles quelles mesures finalement sont complètement encore hors de portée. Et dans certains cas, il va y avoir un écart technique ou un coût, enfin la nécessité d'un coût important pour construire et pour maintenir des mesures. Quand cet écart est trop grand, bah, il est possible à ce moment-là de se tourner vers le marché. Nous, on suit de près ce qui se passe aussi sur le sujet. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le marché. Donc, nous, on avait construit un radar avec les premières solutions les premiers éditeurs qui commençaient à apparaître. De manière très récente, là, ça date de la semaine dernière, il me semble. l'OWASP a aussi publié son radar. Donc, ça peut être intéressant de regarder ces éléments. Mais juste pour vous donner quelques exemples.
Par exemple, il y a un terme un peu buzzword qui est apparu d'un outil qui s'appelle un LLM Firewall. C'est simplement un outil qui se place devant le chatbot pour améliorer la modération qui est en place. Il peut y avoir de la modération native qui est mise en place dans les modèles. Un GPT-4, par exemple, est relativement robuste, mais pour du prompt injection assez avancé, on sait que c'est des choses qui tombent assez facilement, cette modération native. Donc, oui, c'est possible de mettre un outil supplémentaire qui va avoir une modération plus renforcée, qui va rendre la tâche plus difficile pour un attaquant de réaliser ce genre d'attaque. Il peut y avoir des outils aussi sur la détection et la réponse par apprentissage automatique pour brancher des modèles d'IA au SOC. Ça, vous verrez, je l'aborde tout à l'heure et c'est un peu plus difficile à faire, donc ça peut être intéressant d'être accompagné là-dessus. Et puis, il y a tout un ensemble d'outils qui sont plus pour suivre les cas d'utilisation, le niveau de risque, la conformité à la réglementation, etc., qui agissent plus sur la brique, pardon, de gouvernance. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup de mouvements dans ce radar, mais en tout cas, il y a un changement intéressant qu'on a observé par rapport à une version qu'on avait avant l'été. C'est que depuis, il y a des grands acteurs qui ont commencé à arriver à proposer des choses, notamment Microsoft, mais aussi Palo Alto, qui propose ces modules-là de sécurisation des projets d'IA, notamment des modèles. Si on regarde maintenant la partie détection, donc là, la maturité chute un peu. Et il y a quand même deux éléments intéressants à combiner ici. C'est la partie pentest. Et vous allez me dire, le pentest, ça, on en fait déjà. Oui, mais ici, la spécificité, c'est qu'on ne peut pas faire des tests de pénétration complètement comme avant, car le système, je vous le disais, fonctionne pas tout à fait de la même manière. Et surtout, les attaques propres à l'IA, donc empoisonnement, oracle, évasion, etc., ben, elles peuvent agir à plusieurs étapes du cycle de vie. Finalement, quand vous testez, quand vous faites un Red Team IA, vous allez venir tester ces différents scénarios à différentes étapes. Et puis, on va un peu au-delà que la cybersécurité pure, puisqu'on va tester aussi la robustesse du système contre les biais, contre les hallucinations. Donc, il va y avoir les aspects classiques de la cybersécurité, fuite de données, mais il y aura aussi tous ces autres aspects qui sont plutôt de la robustesse, de la gestion des biais, etc. Et puis, il y a aussi une nouvelle façon de réaliser ces tests, parce que maintenant, souvent, pour tester la sécurité des systèmes d'IA, bah, on va utiliser aussi de l'IA. Donc, pour vous donner un exemple, ce qu'on commençait à faire au début quand nos équipes ont commencé à construire cette compétence-là, c'est d'essayer de cataloguer des prompts de prompt injection qui vont permettre de faire faire des choses au modèle d'IA qu'il n'est pas censé dire. Et ben aujourd'hui, on peut utiliser des IA pour absorber par exemple, 100 prompts pour au lieu d'en avoir 100, en avoir 1500 et venir tester ces prompts-là en automatisé sur des chatbots pour voir à quel point ils sont robustes et quel type d'informations ils peuvent sortir. Donc les statistiques ici, c'est qu'on a 75% des structures qui ont mis en place ce nouveau processus, donc passer du pentest au pentest IA, savoir quand le déclencher, etc. Mais en revanche, il n'y en a que très peu qui utilisent une évaluation des systèmes en interne pour faire des évaluations avancées de la robustesse des modèles. Pour vous donner un retour concret du coup du terrain, on a réalisé récemment pas mal de tests de pénétration sur l'IA, donc 10 projets dans ce secteur. Systématiquement, on a réussi à bypasser la sécurité, la modération qui était en place. Donc sur les vulnérabilités standards, c'est du très classique, c'est comme d'habitude, je reviens pas dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt la partie de droite où vous pouvez avoir par exemple de la fuite de données par injection, donc prompt injection, ou dans des documents piégés. Donc par exemple, on sait qu'une image avec un texte qui est écrit blanc sur blanc, bah, ça c'est des choses, voilà, l'œil humain ne le verra pas, mais en revanche, le modèle, lui, va être capable de traiter ça. Et vous pouvez avoir parfois des tentatives malicieuses sur ce vecteur-là. Il peut aussi y avoir des problèmes de mauvaise configuration des plateformes et des plugins. En fait, les produits évoluent assez rapidement et en fait, vous découvrez à un moment donné qu'un plugin a été activé par défaut et envoie de la donnée sur Internet alors que ce n'était pas du tout ce qui était paramétré à la base.
Et puis parfois, il y a une dépendance excessive aussi à la sécurité qui est native sur les plateformes. Je vous le disais, ces capacités de modération, souvent, elles sont assez bien vendues par les fournisseurs. Donc, nos clients pensent que c'est suffisant. Mais pour certains cas d'usage, notamment ceux qui sont ouverts au grand public, en fait, cette modération native n'est pas suffisante. Et il faut bien prévoir une brique supplémentaire pour avoir une modération un peu renforcée. Donc, vous voyez que les choses évoluent dans la partie pen testing, mais à un moment donné, bah, il faut aussi intégrer l'IA dans la stratégie de détection plus générale. Donc, soit il y a des données et c'est possible. Aujourd'hui, les systèmes, enfin, les clients ont relativement le réflexe de collecter des journaux au niveau applicatif. C'est pas tout le temps possible, mais relativement souvent c'est possible, mais plus rarement finalement de rattacher un cas d'usage au SOC avec le bon playbook de détection, etc. Évidemment, ici, c'est important de suivre ce qui se passe sur le modèle, mais aussi au niveau de l'infrastructure sous-jacente, hein. C'est toujours des serveurs, c'est toujours des fichiers de manière très classique. Et donc, ça, faut être capable, à minima, de le loguer pour derrière, plus tard, éventuellement, être en mesure de faire de la détection dessus. Dernier pilier à voir ensemble aujourd'hui, c'est la partie réponse. Donc, ici, vous voyez, il y a vraiment une maturité beaucoup plus faible que sur les autres piliers. Et c'est normal, parce que forcément, c'est difficile de répondre face à un système qu'on ne comprend pas complètement. J'ai eu par exemple un client qui basait tout son système antifraude sur un système d'IA. Il y avait énormément de faux positifs. Et lorsqu'il avait demandé à un data scientist pourquoi ça se produisait, en fait, il n'arrivait pas à obtenir de réponse. En fait, c'est parce que rien n'était tracé sur des critères pour éventuellement déclencher un positif. Donc, ce qu'on voit sur le sujet ici, c'est qu'on a des premiers clients qui intègrent l'IA dans la logique de leurs exercices de crise. Vous avez ici le CISA qui a lancé une initiative, donc c'était un exercice sur table, et l'idée c'était c'était un attaquant qui avait empoisonné un système, un filtre anti-phishing d'un fournisseur. Donc c'était la combinaison d'une attaque supply chain avec finalement une attaque d'empoisonnement d'un modèle d'IA. Et l'idée, c'était de laisser du coup les participants réfléchir à comment restaurer cette capacité-là, ou comment traiter en parallèle les tentatives de phishing fructueuses qui ont eu lieu, etc. En ce qui concerne la partie forensics ici, il y a 0% des entreprises de notre benchmark qui sont aujourd'hui en mesure d'effectuer enfin, d'avoir ce genre de capacité. Enfin, c'est quelque chose qui est relativement difficile à faire. Et il y a tout à écrire encore sur le sujet. Deux initiatives quand même à suivre et qui sont intéressantes, c'est d'abord l'université de Carnegie Mellon qui a inventé, pour ceux qui ont la référence, le concept de CERT et qui a lancé le premier AI Cert pour travailler du coup sur ce nouveau concept et établir une méthodologie pour finalement faire de la réponse spécifique sur des projets d'IA. Et puis vous aviez le MITRE qui a fait une collecte des incidents qui sont apparus sur des systèmes d'IA avec 15 grandes organisations, notamment en technologie, en finance, pardon, et voilà, qui ont construit une base sur des incidents réels avec à chaque fois des extractions d'artefacts à investiguer, etc. Donc, pour ceux qui sont intéressés par le sujet, je vous encourage grandement à suivre ces structures parce qu'elles publient vraiment beaucoup de choses sur l'IA et en particulier le MITRE. Maintenant qu'on a dit ça, bah, que faire? Et l'idée ici, c'est d'être réaliste et d'être pragmatique. Euh, L'idée, c'est pour les utilisateurs, bah, finalement de sensibiliser autour de ce sujet qui est nouveau, notamment sur l'utilisation des IA grand public, hein, pour s'assurer que finalement des utilisateurs lambda ne mettent pas de la donnée qui soit confidentielle dans un chat GPT, dans un cloud, etc., qui sont accessibles à travers un navigateur. S'il y a Copilot qui a été déployé en interne, évidemment de rerouter les utilisateurs vers l'utilisation de Copilot, qui permet quand même un certain niveau de protection des données, Copilot ou équivalent, hein, pour ceux qui ne sont pas sur la brique Microsoft. Regardez éventuellement le sujet autour de l'IA Act, puisque évidemment, ça
pas parce qu'on ne produit pas des systèmes d'IA qu'on n'a pas des obligations vis-à-vis notamment des relations avec les fournisseurs sur le sujet. Et puis, du coup, je le disais tout à l'heure, regarder pour adapter cette partie contractuelle avec des tiers qui proposeraient des choses à base d'IA et quand c'est pertinent, de venir éventuellement tester la sécurité de ces cas d'usage-là. Pour les orchestrateurs, ici, on a cette brique en centrale. Donc, l'idée, ça va être de la sécuriser. Aussi de sécuriser la capacité à faire du RAG. Donc, ça veut dire avoir les bons process pour identifier la donnée qui est utilisée, comment on la sécurise, etc. Hop, je vous ai perdu. Est-ce que vous m'entendez? Alors, est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que mon partage a sauté pendant une seconde. Oui, ok, très bien. Je vais essayer de le remettre. Désolé. On vous entend là, pas de souci, hein. Moi, je vous entends, pas de problème. Parfait. Hop, je reviens. Bien reçu, 5 sur 5. Très bien. Tac. Voilà, ça m'a l'air d'être revenu. Vous voyez bien l'écran? Oui, C'est Ok, bon, hein, c'est super. bon. Merci. I like Pardon, your désolé. effort with your stance. Désolé pour ce petit quoi que je sais pas ce qui s'est passé, mon écran a sauté. Donc pour les orchestrateurs, je vous le disais, l'idée c'est de sécuriser cette capacité aussi à faire levier sur sa donnée en interne au sein de sa plateforme et éventuellement de regarder comment s'équiper avec un outillage spécifique pour faire cette modération un peu renforcée dans certains cas. Et puis pour la partie créateur avancé, ben là forcément, il va falloir sécuriser l'ensemble de la chaîne de développement des projets et potentiellement de manière très spécifique aussi, là où c'est pertinent, de renforcer son outillage. Et quand c'est pertinent, sur des choses plus sensibles, plus critiques, parce qu'on est capable de faire des choses un peu plus avancées ici, et ben mettre en place la capacité de détection et de réponse sur ces cas d'usage les plus sensibles. En tout cas, ce qui va être très important à tous les niveaux, ça va être de travailler avec les équipes sur le sujet. Le sujet des IA de confiance, je le disais, c'est plus large que la cybersécurité. Pour la première fois, les équipes de cybersécurité travaillent aussi avec d'autres équipes qui sont celles des équipes data, des équipes de data scientists, etc. Ces équipes-là n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. À côté, il y a tous les aspects de protection des données, donc le DPO, potentiellement la gestion des biais, les aspects légaux, etc. Donc l'idée, c'est de construire cette communauté autour de l'IA de confiance et de faire en sorte que les différentes verticales se parlent et s'organisent pour s'assurer que les projets les projets Abyss d'IA sont mis en place, sont des IA de confiance. Évidemment parce que la réglementation l'exige, mais aussi parce que ça permet de garantir le respect des valeurs en général de l'entreprise. Donc c'est du très long terme, mais en tout cas, on a l'occasion, je trouve, pour la première fois, la cybersécurité tu cours toujours après le métier et la technologie, notamment par exemple dans le monde industriel où elle est arrivée très tard. On est toujours sur cet effet un peu de rattrapage pour sécuriser des choses qui ont été faites à l'époque où la sécurité n'était pas du tout un sujet. Là, pour la première fois, on a l'occasion voilà, de sécuriser cette technologie au moment où elle apparaît. Donc, c'est aussi une belle opportunité pour les équipes cyber. Je pense que j'ai encore 3 minutes. Je voulais vous parler peut-être d'un dernier sujet qui est finalement le sujet de l'IA pour la cybersécurité. Évidemment, ça peut être un différenciateur aussi. Il n'y a pas de raison que la cyber, comme les autres verticales, utilise pas aussi de l'IA pour faire mieux au quotidien. Donc, ici, il y a trois catégories de cas d'usage que je voulais vous présenter et vous donner quelques petits exemples concrets. Le premier, c'est des cas d'usage pour faciliter des activités de communication. Donc, on sait que la Même GenAI, par 15 exemple, minutes, hein. 15 15 minutes, ok. Oh, minutes. bah, je suis large. Ok, ça marche. Merci. Des capacités de communication. Donc, on sait que la GenAI est très forte pour traduire, par exemple, à la volée des choses. Donc, faire des campagnes de communication, de sensibilisation qui sont voilà, multigéographie,
ça peut être intéressant. On sait que produire un contenu de sensibilisation, ça prend du temps. Le traduire pour toutes les langues de l'organisation, c'est quelque chose qui est aussi très chronophage. Un autre cas d'usage assez sympa aussi, c'est de construire un chatbot qui soit spécialisé sécurité, donc un espèce de RSSI GPT, si vous voulez. Ici, c'est le principe du RAG adapté à la cybersécurité. Donc, la seule chose, c'est que dans le RAG, on va mettre les documents, finalement, qui sont les documents de sécurité. Donc la PSSI, la politique de labellisation de l'information par exemple, le PASS et ainsi de suite. Et du coup, dans la base documentaire, on met tous les documents qui nous intéressent. Et ensuite, on a un chatbot qui est capable d'interagir en langage naturel euh, pour, euh, pour trois cas d'usage. J'en vois trois. Le premier, c'est potentiellement ouvrir ça à l'ensemble des utilisateurs de l'organisation pour répondre aux questions, on va dire, faciles entre guillemets, ou peut-être que les utilisateurs pensent bêtes, et en tout cas qu'ils n'osent pas poser à un représentant des équipes cybersécurité. Bon, par exemple, pourquoi je dois tout le temps utiliser mon MFA, pourquoi mon MFA me localise dans telle ville à côté alors que en fait moi je suis à Paris, etc. Le deuxième cas d'usage, ça serait à destination de chefs de projet applicatif pour leur permettre d'anticiper les prérequis de sécurité. Donc, voilà, ils ont une application en tête, ils vont la lancer, ils savent que la cybersécurité va leur demander un certain nombre de choses. Donc là, ils veulent anticiper ces critères-là, ils peuvent poser la question au chatbot. Et puis le dernier cas, c'est tout simplement pour aider le RSSI et ses équipes à naviguer sa documentation de sécurité. Parfois, on a des clients qui naviguent des corpus qui sont extrêmement denses et donc d'avoir un chatbot qui permet de finalement fournir un premier niveau de réponse et renvoyer un lien cliquable du document pour aller vérifier l'info et accéder à l'info au bon endroit, etc. C'est aussi un accélérateur. Deuxième type de cas d'usage, ça va être pour accélérer des processus du coup, certains processus cyber. Un que j'ai en tête qui fonctionne exactement comme la partie RSSI GPT, ça va être le fait de faire remplir des questionnaires d'évaluation de la maturité. Donc cette fois, l'organisation va agir comme un fournisseur. Et on sait que les équipes cyber passent énormément de temps à remplir différents questionnaires d'évaluation de la maturité. Donc là, même principe, on peut très bien faire ingérer par un modèle de GenAI un questionnaire d'évaluation de la maturité et le modèle va pré-remplir les questions sur la base de la documentation de sécurité. Donc c'est finalement une aide au remplissage de ces documents-là. Et évidemment, ça va être revu derrière, validé par un officier, mais qui a plus à faire toutes ces actions de, de, de- de taper finalement les réponses dans les différents champs. Deuxième cas d'usage intéressant là-dessus, c'est pour faire de la labellisation de données. Donc ça, on sait que c'est quelque chose qui passe relativement peu à l'échelle, puisque aujourd'hui, dans les organisations, la labellisation des documents, elle est plutôt à la main de l'utilisateur, hein. Vous ouvrez un document et vous avez une suggestion de label avec 4 niveaux. Et les utilisateurs, et je me mets dedans y compris, on ne comprend pas toujours à quoi signifient ces différents niveaux et finalement quel est le bon label. Donc là, avec la capacité de la GenAI à comprendre, entre guillemets, le contenu d'un document, ça permet de faire une suggestion de label qui est plus pertinente que ce qu'aurait fait un utilisateur en cliquant au hasard. Et ça permet de faire passer du coup cette capacité de labellisation plutôt à l'échelle, là où aujourd'hui c'est relativement mal fait en général dans les organisations. J'ai vu des choses un peu plus avancées, notamment dans le secteur financier, où il y a carrément des initiatives pour faire de l'exploration de données au sein du SI en automatique et faire de la labellisation automatique sur les données qui sont finalement trouvées dans le cadre de ces initiatives. Les dernier exemple de cas d'usage ici, ça va être sur la partie plutôt détection et réaction. Donc, on vous a mis ici des cas d'usage qui sont plus des choses qui sont sur de la GenAI. Aujourd'hui, notre conviction, c'est que pour augmenter ses capacités de détection, ce qui marche, c'est de l'IA prédictive. Donc, typiquement pour faire du contextuel sur des alertes, etc., aller détecter des choses sur le réseau. Vous savez, vous avez tout ce qui est Network Detection and Reaction, les NDR par exemple, qui sont proposés par quelques fournisseurs sur le marché, qui ont des modèles d'IA en fait, qui viennent mapper ce qui se passe sur le réseau avec
des schémas d'attaque du MITRE. Voilà, en fonction de tel ou tel chemin, on regarde les alertes sur le réseau et on essaye de mapper, voir s'il n'y a pas des choses qui correspondent à des attaques, des attaques. Ça, c'est des modèles d'IA qui font ça. Donc ça c'est des choses qui existent depuis plus longtemps que de la GenAI et qui fonctionnent. Et globalement, il y a beaucoup de choses maintenant en IA prédictive sur la détection qui marchent très bien. Ça peut aussi se faire au niveau d'un WAF-WAP, par exemple, pour faire des choses qui sont du contextuel et plus purement ancrées dans le marbre, avec des règles qu'il faut revoir manuellement, etc. Si on regarde la partie de GenAI, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est relativement peu mature encore, en tout cas en matière de détection et réaction. Ce qu'on voit apparaître beaucoup, c'est des SOC Copilot, donc c'est des assistants finalement plutôt à destination des analyses de niveau 1 dans les SOC, plutôt aussi dans une approche de qualité de vie au travail. Je m'explique, ces analystes de niveau 1, on sait qu'ils sont très exposés à des risques de burn-out, etc., parce qu'ils font des activités qui sont assez répétitives, chronophages, et qui nécessitent une vigilance, une attention particulière. Donc là, le SOC Copilot va venir aider cet analyste à contextualiser des alertes, à proposer des façons d'y remédier, à préécrire, pré-remplir leur rapport, etc. Et donc voilà, ça leur fait gagner du temps, pas forcément pour en faire plus, mais pour avoir finalement un équilibre pro-perso qui soit un petit peu plus, qui soit un peu plus équilibré. Et sinon, il y a la partie, on va dire, mise à jour des playbooks. Donc ça aussi, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Mais voilà, la GenAI est quand même c'est assez récent dans ce domaine-là et c'est pas ça qui va, en tout cas à date, révolutionner les capacités de détection et de réaction, mais ça peut être une aide et ça peut être intéressant de commencer à mettre la main sur ces capacités-là pour expérimenter. Mais c'est encore une fois, c'est plutôt le prédictif qui est intéressant ici. Voilà, c'était tout pour moi. Je pense qu'on a encore un petit peu de temps. Si jamais, on peut passer plutôt aux questions-réponses. Oui, les questions-réponses se feront après l'intervention de Pardon, Bénédicte. autant pour moi. Autant Et, pour moi. et toi, ça te donne le temps de De regarder, les lire. Ok, très bien. voilà, le chat, par exemple. Voilà. Donc, je propose que Bénédicte, alors tu ne partages plus ton écran, c'est Bénédicte qui partage le sien. Et les slides vous seront proposés, hein. Ah, très bien, ça marche, Bénédicte. Ça marche? Très bien. Écoutez, bonsoir, bonsoir à tous. Merci encore, Gérard, de ton invitation à venir donc présenter le Cybercercle, qui est donc un cercle de réflexion, d'expertise, de rencontres et d'échanges sur la confiance et la sécurité numérique que j'ai donc créé en 2011, donc à un moment où la cybersécurité n'est pas autant sur le devant de la scène Excuse-moi, qu'aujourd'hui. Bénédicte, Oui. tu n'as pas la présentation en mode diapo. On voit les Alors petites. attends, si je dois la voir, attends. Oui, oui, bien sûr, tu peux. Hop, ça doit être ça. C'est bon? Non, non, il faut que tu l'ouvres d'abord, je pense, avant de partager l'écran, il me semble. Ah, d'accord. Alors attends, excuse-moi, arrêtez le partage. C'est pour ça que je déteste faire des présentations avec. Hop, échappe. Alors attends, je vais essayer ça, mais je vois pas trop comment je Sinon, peux tant faire. pis, hein. Ça vous ennuie? Attendez, juste un instant. Ça va m'aider. Oui, bien sûr. Ben, pendant ce temps, vous pouvez poser une question à l'intervenant. C'est bon. Ah, c'est bon, ok. C'est bon. Hop. Et voilà. Est-ce que c'est bon pour Génial, vous? exactement ça. Très bien. Ok. Super, très bien. Donc, pardon pour ce côté technique. Donc, le cybercercle est donc un cercle de réflexion, d'expertise, de rencontres et d'échanges. Donc, sur la cybersécurité, aujourd'hui, on dit confiance et sécurité numérique, que j'ai donc créé en 2011. Donc, à un moment où la cybersécurité n'est pas autant sur le devant de la scène qu'aujourd'hui.
et qui répond en fait à 4 objectifs majeurs. Le premier, c'était effectivement de favoriser la diffusion, le développement d'une culture de sécurité numérique partagée au service de la stratégie globale des organisations, au service de leur développement, et en sortant de la vision dans laquelle elle est encore malheureusement trop souvent enfermée, qui est celle d'une vision uniquement technique. Donc au Cybercercle, nous ne traitons pas du côté technique de la cybersécurité. En revanche, nous traitons des sujets de gouvernance, de management, d'organisation, de formation, de sensibilisation, de juridique, de conformité et de politique publique qui sont liés à toute cette dimension de la cybersécurité et qui constituent en fait les différents piliers d'une politique de cybersécurité réussie au sein des organisations. Donc c'est aussi l'objectif, c'était donc de créer un cadre privilégié de confiance pour favoriser donc le dialogue entre le public, le privé, les experts, les non-experts, les niveaux local, national, européen, convaincus que nous sommes que en fait il faut réunir sur ces sujets ou sur certains sujets différents acteurs qui y sont impliqués pour justement favoriser un dialogue de confiance et avancer ensemble. Ça, c'est vraiment un point qui est important chez nous. C'est effectivement la co-construction et l'intelligence collective et le partage d'informations, un peu comme ici au lundi de la cybersécurité. Troisième objectif pour nous, c'était justement d'animer des communautés d'intérêt cyber pour favoriser le travail en commun, que ce soit effectivement au niveau national, sur les territoires ou en ayant une démarche sectorielle. Et enfin, autre objectif pour nous, c'est de participer en amont à l'élaboration, à la réflexion du cadre réglementaire, des politiques publiques. Et ensuite, une fois que ce cadre réglementaire, ces politiques publiques existent, de faire en sorte qu'elles descendent au niveau des acteurs qui doivent la mettre en œuvre pour qu'elles soient, comprises et d'abord connues, deux, comprises et que les acteurs puissent passer à l'action. Donc vous voyez, en fait, nous, le public auquel on s'adresse dépasse bien largement les experts en matière de cybersécurité. Il s'adresse véritablement à l'ensemble finalement des décideurs, des managers, des élus, des collaborateurs au sein de collectivités qui ont aujourd'hui à traiter de cybersécurité, qui parfois ont une vision erronée de ce qu'elle est, qui ne la comprennent pas toujours. Et notre objectif, c'est de leur donner des clés pour mieux ensuite passer à l'action et renforcer leur maturité et leur résilience en matière de cybersécurité. Par rapport à l'intervention qu'on a eue tout à l'heure sur l'IA, qui était effectivement passionnante et sur laquelle je suis sûre vous aurez beaucoup de questions, nous, on va traiter de ce sujet-là de différentes façons. Donc déjà, par exemple, on va, pour vous donner un exemple de ce que nous faisons, nous allons inviter des représentants des institutions de l'État avec lesquelles nous travaillons depuis donc plus de 13 ans en collaboration, pour qu'ils viennent nous expliquer comment ils abordaient l'IA et comment ils traitaient l'IA dans leurs actions. Donc, on a reçu, par exemple, le conseiller IA du ComCyber-EMI. On a accueilli des représentants de l'Agence pour l'IA du ministère des Armées, un représentant du ComCyber. Donc, ils viennent nous expliquer comment aujourd'hui, eux, ils envisagent l'IA dans ce qu'ils font, dans leur mission. On traite aussi ces questions-là sur les territoires pour sensibiliser les acteurs, donc les chefs d'entreprise, les élus, à ce qu'est effectivement l'IA, quels sont les risques aussi qui sont liés, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'IA sur les territoires, il y a énormément de projets qui sont en train de se développer, par exemple dans les collectivités. En revanche, la dimension sécurité, cybersécurité, n'est pas véritablement présente. Donc l'enjeu pour nous, c'est vraiment de donner des clés aux acteurs, de mieux comprendre ce que c'est l'IA pour ensuite mener des projets, mais en toute conscience, au niveau des risques et au niveau des opportunités que cela représente. Et puis également, la manière dont on va aborder cette question-là, c'est sur les politiques publiques, c'est travailler avec des parlementaires sur ces sujets-là, et puis suivre et, je dirais, décrypter finalement les politiques publiques et le cadre réglementaire qui est en train de se faire. Voilà, cet exemple, c'est pour vraiment vous montrer la manière dont on traite ces sujets, que ce soit au niveau national, européen aussi, en faisant intervenir des acteurs qui vont nous faire un focus sur ces sujets-là, ou effectivement au niveau des territoires. Alors nous, notre démarche, elle est véritablement fédératrice. L'objectif, c'est véritablement, quand on traite d'un sujet, de réunir l'ensemble des acteurs qui sont impliqués
dans ces sujets, de les faire se rencontrer, d'échanger et finalement de construire des choses ensemble. Nous avons une particularité, c'est que nous travaillons depuis la création du cybercercle avec les élus, que ce soit les parlementaires ou les élus locaux sur les territoires, parce que nous sommes convaincus que les élus ont un rôle majeur à jouer pour impulser justement des dynamiques sur ces thématiques-là. Donc, on a une expertise véritablement transdisciplinaire au sein du cybercercle, que ce soit au niveau juridique, au niveau de l'organisation, au niveau des gestions de crise. Enfin, vraiment, on a la possibilité effectivement d'intervenir sur énormément de sujets qui sont liés au champ qui est le nôtre. Et nous avons aussi une démarche qui est une approche qui est tournée vers les métiers. Nous sommes convaincus au cybercercle que pour faire en sorte que la cybersécurité finalement devienne un élément naturel, il faut moins parler de cybersécurité et plus de métiers, c'est-à-dire de comment la cybersécurité s'intègre dans les métiers, comment elle est au service des métiers pour que justement les métiers puissent véritablement se l'approprier et que ce soit un élément finalement qui devienne naturel dans la gestion des projets et dans le développement des organisations. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons des actions, que ce soit au niveau national, sur les territoires et aussi, je dirais plus en mineur, au niveau européen. Et ce qui nous guide principalement, effectivement, c'est l'intérêt général. L'ensemble de ce que nous faisons, c'est vraiment les thématiques que nous traitons, la manière dont nous l'abordons, c'est comment effectivement faire en sorte que ces sujets soient au service finalement de l'intérêt de tous et que l'ensemble des acteurs finalement montent en maturité, montent en sécurité par rapport aux risques numériques auxquels aujourd'hui on est confronté avec cette société de plus en plus numérisée qui devient la nôtre. Des valeurs encore, le respect des opinions de chacun, on est là pour débattre. Ce que je dis souvent lorsque je fais des matinales à Paris, c'est on peut être en désaccord mais avec courtoisie et échanger. L'éthique, la coopération, l'engagement et puis la confiance. En fait, véritablement, ce qui nous anime au sein du cybercercle et ce qui nous caractérise, c'est véritablement la confiance, être un cercle de confiance dans lequel, effectivement, les différents acteurs savent qu'ils peuvent échanger, parfois aussi avec une parole très libre. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de choses aussi en chat à mouse, pour justement, effectivement, pouvoir véritablement avancer. Vous voyez nos deux signatures, seul on ne va nulle part, ensemble on va plus loin et plus vite. Et puis agir efficacement ensemble pour une culture de sécurité numérique partagée. Ce sont vraiment nos deux signatures qui nous animent maintenant depuis 14 ans. Enfin, bientôt 14 ans. Concrètement, que faisons-nous ? Donc, nous organisons un certain nombre d'événements à Paris et en région. Donc, les matinales à Paris, nous les organisons depuis avril 2012. Pour l'anecdote, et rapidement, quand j'ai créé le cybercercle, beaucoup de gens m'ont dit « Mais Bénédicte, pourquoi tu crées un cercle dédié à un sujet de niche ? Tu n'auras pas suffisamment de sujets pour tenir ne serait-ce que pour 1 an de matinale mensuelle comme j'en avais l'intention. » Nous allons faire la semaine prochaine la 134e depuis leur création avec d'ailleurs Vincent Strubel, le directeur général de l'ANSSI. Donc voilà, ça ce sont vraiment les matinales que nous organisons à Paris. Nous avons décliné ce principe des matinales, donc qui sont vraiment des rendez-vous privilégiés sous chat à mouse, sur invitation, en format restreint, pour justement échanger avec aussi des élus sur nos thématiques. Nous avons décliné ce format en région, sur les territoires, mais là avec un rythme trimestriel. Donc, nous en organisons en Auvergne-Rhône-Alpes. En Nouvelle-Aquitaine, nous avons organisé jusqu'à l'année dernière. Là, on est un peu en stand-by. On va voir si on les relance à partir de l'année prochaine. Nous avons lancé le cybercercle Pays de la Loire cette année. Et l'année prochaine, nous lançons également le cybercercle Normandie. Nous organisons aussi des journées de rencontres. Donc, les journées de rencontres, c'est une journée, comme son nom l'indique, au service des acteurs publics et privés du territoire pour s'informer, pour travailler ensemble, pour rencontrer des experts publics et privés et pouvoir finalement monter en maturité sur ces sujets et pouvoir passer à l'action. Donc, nous venons d'en organiser une en Auvergne-Rhône-Alpes le 6 novembre dernier qui a réuni plus de 300 personnes. Et là, effectivement, on a des keynotes en plénière, on a des présentations de nos partenaires, on a également des ateliers de travail en commun où là, véritablement, on fait travailler les différents acteurs sur un certain nombre de thématiques. On a aussi développé donc des dynamiques sectorielles. La plus récente est celle que nous avons lancée en 2022, qui s'appelle le cycle Défense et Cyber, qui se déroule en Auvergne-Rhône-Alpes, 3 événements dans l'année, au service des acteurs de la défense,
pour mieux effectivement partager l'information sur la cybersécurité, que ce soit au niveau des armées ou au niveau de la BITD, et puis permettre aussi aux acteurs de la cyber de mieux connaître le secteur de la défense et pouvoir aussi s'inscrire dans la dynamique que porte aussi la défense sur ces sujets-là. L'année prochaine, d'ailleurs, l'un des événements que nous faisons se déroulera à l'école militaire à Paris. Donc, voilà, j'espère que nous aurons le plaisir de vous accueillir. Et puis également, en parallèle des événements, comme vous le voyez, moi, je crois beaucoup à la publication de contenu. Donc, nous avons lancé une collection d'ouvrages en 2021 qui s'appelle donc Collection Cybercercle Regards croisés, qui reprend la philosophie qui est la nôtre, de mettre en commun les expertises de différents acteurs sur une thématique et qui, donc, chaque année, publie un ouvrage sur un secteur particulier grâce et à travers des contributions de différents acteurs impliqués, publics et privés, impliqués sur cette thématique dans ce secteur. Donc, on a déjà fait paraître la cybersécurité maritime, l'aéronautique, les collectivités, la santé, et là, nous travaillons à un prochain ouvrage sur la défense. Ces ouvrages sont en libre accès sur notre site internet et sont également imprimés et distribués dans nos événements. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez y avoir accès sur notre site. Et puis, nous avons régulièrement des articles, là encore, qui sont écrits par différents acteurs dans les champs qui est le nôtre, qui s'appelle donc Parole d'experts, qui là, en fait, régulièrement tout au long de l'année, permettent d'apporter un éclairage particulier sur une thématique dans le champ qui est le nôtre, écrit par une personnalité, que ce soit un élu, que ce soit un chercheur, que ce soit effectivement un spécialiste, que ce soit un acteur véritablement du champ qui est le nôtre, qui va apporter un éclairage particulier sur une thématique sur la sécurité et la confiance numérique. L'objectif de ces contenus, encore une fois en libre accès, c'est véritablement d'augmenter finalement l'information de confiance sur ces sujets, de faire diffuser une information qui va permettre aux gens de mieux comprendre ce qu'est la sécurité et la confiance numérique et qui vont pouvoir aussi passer aussi à l'action. On organise aussi des formations en intra-entreprise pour sensibiliser aussi l'ensemble des acteurs sur des sujets. Et puis, tout au long de l'année, nous travaillons avec les élus, les parlementaires ou des élus locaux sur ces sujets pour réfléchir ensemble sur les politiques publiques, de faire un remonté aussi terrain de ce qui se passe au niveau des acteurs, véritablement d'échanger avec eux pour faire en sorte justement que les réglementations ne soient pas prennent en compte aussi la réalité du terrain et pouvoir leur apporter aussi des éclairages complémentaires de ceux qu'ils ont déjà pour enrichir leur réflexion. Bien évidemment, vous imaginez bien que en ce moment, nous travaillons beaucoup autour de la transposition de la directive NIS 2 et je vous encourage à suivre d'ailleurs les travaux de la commission spéciale qui est faite au niveau du Sénat sur ce sujet. Et puis, bien évidemment, en autre action de notre part, nous intervenons très souvent dans des conférences ou des événements qui sont organisés par des tiers. Voilà, c'est véritablement un panorama assez rapide de ce que nous faisons, mais qui montre en fait aussi la complémentarité des outils qui sont les nôtres et la dimension nationale, mais aussi locale qui est la nôtre depuis maintenant plus de 10 ans. Juste quelques chiffres pour finir avant de passer aux questions qui ne manqueront pas sur l'intervention précédente. Voilà, le cybercercle, c'est 133, donc comme je vous ai dit, la prochaine, ça sera 134 matinales à Paris, 26 matinales en région, c'est nos 3 cycles annuels maintenant, défense et cyber, c'est 39 journées de rencontres, c'est plus de 700 intervenants, 125 paroles d'experts, plus de 11 000 participants depuis la création et vraiment des gens qui s'impliquent également. Et puis en 2024, c'est un comité stratégique de 22 personnalités qui apportent leur expertise sur les thématiques qu'il y a à traiter, aussi qui m'apportent à moi des éléments aussi sur la gouvernance et sur la stratégie du cybercercle, des ambassadeurs sur les territoires, un réseau important qui couvre en fait aujourd'hui l'ensemble du territoire, et puis un compte LinkedIn de plus de 6500 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos actualités. Donc voilà, juste quelques photos, vous reconnaîtrez sûrement des gens que vous connaissez parmi toutes ces photos, mais qui vous montrent véritablement la richesse
qui est la nôtre aujourd'hui, c'est celle de nos intervenants, c'est celle de la qualité aussi des participants, des réseaux, des échanges qui se font au sein des différents événements, mais aussi des contenus très très riches qui sont ceux de nos publications. Voilà un petit peu en quelques mots la présentation du Cybercercle. Donc merci à vous. Super. Ben, c'est très bien, c'est exactement ce qu'on veut comme présentation d'une organisation. Donc, les questions sont à destination des deux intervenants, hein, bien entendu. Thomas, tu as eu le temps de lire par chat. Alors, on va peut-être commencer par les questions posées par le chat. Ensuite, vous levez le bras pour prendre la parole. Oui, ça marche. Donc, je me suis noté pas mal de questions là qui étaient dans le chat. Je vais essayer de toutes les traiter. Et puis voilà, s'il y a d'autres choses dans le chat qui arrivent, on regardera ce temps. On a jusqu'à quelle heure, Gérard? Vers 20 heures, mais on peut déborder. Quand c'est en présentiel à l'Université de Paris, à 20 heures, on nous fout dehors. Mais là, Ok. c'est pas le cas. Ça marche. Ça roule. Il y a une première question qui était comment répondre aux obligations réglementaires sur la sécurité des fournisseurs s'ils utilisent des IA, sachant qu'il n'y a pas encore de standard de sécurité des IA. Alors, c'est une très bonne question qu'on nous a beaucoup posée. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de standard à proprement parler. Euh, Cela étant dit, il y a quand même des choses qui ont été publiées sur le marché. Un des éléments qui fait le plus autorité aujourd'hui, c'est un document du NCSC, du National Cybersecurity, du National Center for Cybersecurity au UK, qui a été signé par 36 agences de sécurité dans le monde, dont l'ANSI, dont l'agence américaine, etc. Donc, c'est aujourd'hui le document qui fait le plus autorité sur le marché, qui donne un certain nombre de règles, de bonnes pratiques en fait pour sécuriser des IA. Vous avez le document de l'ANSI aussi sur l'IA générative qui est sorti il y a quelques temps. Puis il y a d'autres frameworks qui sont un peu plus généraux, notamment le NIST AI RMF sur la gouvernance des IA, notamment des IA de confiance. Ça vient un travail qui avait été fait d'ailleurs avec Wavestone pour l'ENISA, donc l'Agence européenne de cybersécurité, sur ce qui s'appelait sécuriser les projets de machine learning, qui cartographiait en fait les différents modèles, les risques associés, et les mesures de sécurité à l'état de l'art de la recherche à l'époque. Et on avait plongé dans plus de 200 papiers scientifiques pour regarder ce qui se faisait voilà, à l'état de l'art. Donc, il y a deux manières de faire. Euh, les documents de l'ENISA, potentiellement de l'OWASP, du MITRE, etc., c'est des choses qui vont permettre de couvrir des risques qui sont un peu plus avancés. Aujourd'hui, le document du NCSC et l'ANSI, ça va permettre de se construire déjà un socle de sécurité. Euh, en interne. Et évidemment, aussi, c'est des choses qu'on peut retourner à ses fournisseurs. Ce que vous imposeriez chez vous pour vos projets, ben, c'est des questions que vous êtes en droit de demander et que vous êtes en droit de poser éventuellement à des fournisseurs. Donc, soit ça, c'est un premier niveau. Nous, ce qu'on nous propose chez Wavestone, c'est qu'on a fait un match en fait de ces différents frameworks pour proposer la chose la plus complète possible en bonne intelligence. Et c'est ça qu'on déploie ensuite. Il y a deux choses. Il y a la partie évaluation de la maturité des tiers, avec quelles questions on poserait pour se faire une idée de cette maturité-là, et ensuite arbitrer sur un go-no-go potentiellement. Et puis derrière, il y a l'équivalent en version clause contractuelle à insérer dans le contrat voilà, pour éventuellement garantir que le fournisseur respecte bien un certain nombre d'obligations d'un point de vue sécurité de son IA. Voilà, sur la partie réglementaire, c'est en effet beaucoup plus flou. Aujourd'hui, ce qui fait foi, c'est l'IA Act, et les textes de niveau 2 n'ont pas encore été publiés. Même l'organisme qui est censé faire respecter le texte sur le territoire national n'est pas connu encore, même si a priori le bon candidat, ça serait quand même la CNIL, mais rien n'a été communiqué ou officialisé jusqu'à présent. Donc voilà, il y a quand même un certain nombre d'obligations qui sont aujourd'hui qu'il est possible de mettre en œuvre, notamment le fait d'être en mesure d'identifier la criticité des projets d'IA, soit que vous développez en interne, soit qui sont proposés par des tiers. Voilà, par exemple, j'ai quelques clients qui ont fait signer à leurs fournisseurs un papier en disant que ils leur interdisent finalement de déployer pour eux, chez eux,
des cas d'usage qui seraient d'un niveau de risque inacceptable au regard du texte. Donc voilà, l'idée c'est plutôt d'avancer comme ça avec en tout cas, c'est un peu du bricolage, hein, en attendant qu'il y ait une norme ISO qui vienne remplacer tout ça et qui vienne agir vraiment comme un référentiel sur le sujet, qui est probablement dans le pipe, hein, qui devrait arriver en 2025, espérons-le. Mais voilà, en tout cas, pour cette question. J'avais une deuxième question sur, du coup, pourriez-vous expliquer, s'il vous plaît, le principe de fonctionnement d'un LLM Firewall? Quels sont les technos, entre parenthèses, constructeurs matures? Donc, merci pour la question. Un LLM Firewall, c'est je vous le disais, c'est cette modération supplémentaire là, qui est mise en place pour se protéger du prompt injection, hein, mais pas que. Comment ça fonctionne? Bah, en fait, c'est une IA générative elle-même, le LLM Firewall, qui va venir analyser un input ou un output, quelque chose qui est produit par un système d'IA, pour le catégoriser selon différentes catégories. Par exemple, nudité, violence, racisme, sexisme, etc. Il y a deux manières de faire ça. La manière la plus efficace, c'est de mettre ce filtre-là sur les sorties, parce que du coup, c'est systématiquement quelque chose qui est produit, qui rentre dans une de ces catégories, ça sera attrapé, entre guillemets, par le filtre, et il y aura une réponse qui sera renvoyée à la place en disant désolé, est-ce que la question que vous nous avez posée, finalement, elle ne rentre pas dans notre charte et on ne peut pas vous répondre. Ce genre de réponse standard qui est faite, c'est aujourd'hui aussi le cas sur ChatGPT, hein, si vous essayez, c'est le genre de choses qui est pratiqué. Donc, c'est très efficace sur les outputs, que ce soit du texte ou de l'image. Parfois, c'est pratiqué aussi sur les inputs, mais plutôt dans une logique d'optimisation des coûts pour éviter qu'un input soit traité par le modèle et du coup, avec le coût associé, mais qu'il soit bloqué du coup dès le départ. Cela étant dit, c'est beaucoup plus facile et c'est plus possible pour un attaquant de contourner le filtre en entrée parce que ça sera toujours possible d'écrire son prompt d'une manière un peu différente, un peu maligne, etc., pour contourner le filtre. Par contre, le filtre en sortie, lui, il est très efficace, puisque une fois que l'input a été produit, il n'y a plus aucune manière de tricher, entre guillemets. Ce qui est produit est produit. Donc, si ce qui est produit ne correspond pas à ce qui est vérifié en termes de filtre, ça sera pas affiché. Sur les fournisseurs qui sont matures, j'ai Calypso AI en tête. Il y a aussi un français qui s'appelle Giscard qui fait des choses un peu plus larges, mais sur la vérification de la robustesse des modèles. Je crois qu'il y a aussi Mithril Security qui propose des choses dans ce jus-là. Voilà, quelques noms pour alimenter votre réflexion. Oui, si je peux me permettre, à l'ARCSI, nous avons subi un décès. L'inventeur pratiquement de la carte à puce. Jean-Louis, est-ce que tu voudrais parler 2 secondes, enfin une minute au moins, de ceci? Donc Jean-Louis a été longtemps le président de l'ARCSI, maintenant président d'honneur. Oui, là pardon. Tu me prends au débeauté, là. Oui, nous avons perdu Louis Guillou, mais ça m'embête de parler de ça en plein milieu de la conférence. On aurait pu le remettre soit en fin, soit au début. Mais enfin, Louis Guillou, c'est un grand cryptologue et je l'ai qualifié il y a déjà pas mal d'années de cyberdruide, parce que c'était un breton avec une énorme barbe, un personnage absolument fabuleux. Et je l'ai connu lorsque je dirigeais ceux qui étaient devenus l'ANSSI. Et j'ai eu affaire à un expert tout à fait fantastique qui m'a fait découvrir le monde de la vulnérabilité des cartes à puce à l'époque. Hein, donc, ça remonte à la fin des années 90 tout de même. Et vraiment, c'était un personnage atypique et qui est pratiquement plus connu aux États-Unis que chez nous, parce qu'il aura fait des misères un peu, en étant particulièrement ardu sur le plan technique. Je dirais que c'est l'un des 3 grands noms de la carte à puce, et nous avons la chance de les avoir tous les 3 comme membres de l'ARCSI. Le premier, c'est Michel Hugon, le véritable inventeur de la carte à puce. Le deuxième, c'est Jean-Jacques Kiscater, que vous connaissez tous.
qui heureusement est en très bonne santé, lui. Et le troisième, c'est Louis Guillou. Avec Jean-Jacques, ils ont effectivement déposé le brevet partage du non-partage de secrets, en fait, arriver à s'échanger des choses très confidentielles sans rien révéler. C'est ce qu'on appelle le zero knowledge. Louis Guillou a travaillé sur des brevets très intéressants qui ont été pillés, copiés par je ne me souviens plus de la firme américaine c'est Novell c'est une grande firme américaine. Et là encore, Louis Guillou s'était tourné vers moi pour essayer d'avoir une aide de l'État, et ça lui a été refusé parce qu'il travaillait pour Orange, pour France Télécom à l'époque, et il y a de bons esprits de l'administration qui ont dit « Ah oui, mais aujourd'hui c'est français, mais ça peut très bien devenir une entreprise sous un autre pavillon. » Vous voyez, et comme ça, on n'a pas voulu l'aider à faire la preuve devant un tribunal qu'ils avaient volé un brevet français. Bon, je ne veux pas m'étendre sur tous les mérites de Louis Guillou. Sachez que nous étions très fiers de l'avoir au sein comme membre de l'ARCSI. Il nous avait d'ailleurs gratifié d'une superbe conférence lors d'un colloque organisé à Rennes. Et c'est un être, je crois que tous ceux qui l'ont approché admirent profondément et ont eu automatiquement une grande affection pour lui. Voilà, et nous sommes très tristes. Voilà, c'est des choses on côtoie à l'ARCSI. L'ARCSI, c'est l'Association des réservistes du chiffre, et de la sécurité de l'information. Voilà, donc on poursuit avec Thomas. Tu avais la parole. Les questions, c'est à Thomas Argueria et à Bénédicte Pilier, hein, bien sûr. Yes. Est-ce que le son, la caméra c'était sont... tombé. ARCSI. Du coup, si je traite les questions là qui sont arrivées après dans le chat, la suivante, c'était quels sont les facteurs clés de succès, aussi les défis à relever pour une solution IA de confiance? C'est une question qui est pas facile. Je ne sais pas si je peux y répondre de manière très très technique là-dessus, parce que ça implique énormément de choses. Le premier élément, c'est déjà d'être capable de définir pour une organisation qu'est-ce que la confiance signifie. C'est-à-dire quels sont les piliers de cette confiance et comment on définit ces piliers. Donc là encore, il y a des référentiels. L'IA Act dit un certain nombre de choses, ils incluent même la partie environnementale sur la partie confiance. Et voilà, après, il y a d'autres frameworks sur le marché. Je parlais du NIST tout à l'heure qui définissent un certain nombre de choses. Mais en tout cas, la première étape, c'est de se dire comment moi je définis sur la base de mon positionnement, etc., ce que faire une IA de confiance signifie, avec évidemment le plancher de cette définition qui sera ce qu'il y a dans les textes, parce que ça, on pourra pas y échapper. Mais c'est possible d'aller plus loin, en fait, hein, aussi, si on considère que faire des IA de confiance, ça peut être un différenciateur pour son métier, on peut aller plus loin que simplement approcher le sujet purement d'un point de vue risque. C'est un peu réducteur d'approcher l'IA de confiance que d'un point de vue risque, c'est-à-dire finalement comment j'identifie les risques et a priori là, comment je les couvre. Peut-être que pour l'IA de confiance, on peut mettre le curseur un peu plus loin et se dire comment j'ai au contraire une approche best in class là-dessus pour faire des choses qui protègent les utilisateurs et voilà, les gens qui vont consommer en tout cas ces IA. Une fois qu'on a défini qu'on a cette définition-là, l'idée c'est d'être capable d'identifier alors soit le risque sur la partie cyber et protection des données, sur ces piliers-là, soit au contraire la cible de ce qu'on veut atteindre sur les autres piliers pour chaque projet. Et puis à partir de là, il faudra être capable d'atteindre cette cible opérationnellement. Donc ça inclut là des mesures. Je vous présentais le radar tout à l'heure avec tout un ensemble de mesures. Vous voyez que c'est extrêmement riche. Mais derrière, le facteur clé ici, ça va être d'avoir un process qui permet d'arbitrer finalement entre les piliers. Là, je peux vous donner un exemple très concret d'un cas d'usage que j'ai vu chez des clients
où l'idée c'était de mettre en place un chatbot un chatbot public sur un site internet pour aider les utilisateurs à naviguer les pages du site, etc. Pour faire ça, ce qui était utilisé, c'était un LLM, donc qui utilisait de la GenAI. Et on sait, je le disais tout à l'heure, que quand on ouvre des choses au grand public avec de la GenAI, bah, ça présente un risque de cybersécurité important. Pour sécuriser ça, on a besoin de mettre en place une modération supplémentaire, qui est un LLM Firewall, qui est lui-même de la GenAI. Donc vous avez un projet d'IA génératif qui est très consommateur en énergie. On le sait d'un point de vue environnemental que c'est encore plus consommateur que le reste. Et pour sécuriser ce use case, vous avez encore une couche de LLM et de GenAI qui est aussi très consommatrice en énergie et qui fait chuter le score de votre pilier environnemental. Donc ça, quand on le met en face de la plus-value apportée par le métier, par ce cas d'usage, la plus-value métier réel, et ben en fait, souvent, les cas d'usage ont été arbitrés en no-go parce que vous aviez un déséquilibre entre les piliers. Euh, donc il y a ces équilibres et ces arbitrages à trouver entre ma plus-value et mon retour sur investissement finalement d'un point de vue métier, le coût de la sécurité et puis derrière aussi pourquoi pas le coût environnemental de tout ça. Voilà, pour cette question-là, si je pouvais vous donner quelques éléments. Une autre question, donc la question suivante dans le chat, donc une IA pour réaliser une cartographie multicouche, entre parenthèses, du matériel jusqu'au profilage utilisateur, permettant de corréler toutes les informations et de porter les analyses de risque réellement pertinentes. J'ai pas vu encore ce cas d'usage-là qui intellectuellement me paraît complètement réalisable à terme. Les cas d'usage que j'ai vus en revanche, c'est le fait de nourrir un système d'IA avec des analyses de risque qui ont été réalisées sur un périmètre pour faire des propositions pour d'autres analyses de risque, de semi-automatisation de la réalisation d'une analyse de risque. Et j'ai aussi vu ça pour une aide et un accompagnement au Red Team, pour accompagner les équipes Red Team à trouver des chemins d'attaque, etc. Donc, un cas d'usage qui permettrait à base de GenAI de préalimenter une analyse de risque, de proposer des choses, de donner des pistes pour accélérer le travail de l'officier de sécu qui fait l'analyse de risque. Ça c'est des choses qui sont possibles à date, en l'état. Et puis pour accompagner les équipes Red Team à trouver des chemins d'attaque, ça aussi, c'est des choses qu'on trouve. Pour vous donner un autre exemple intéressant d'une initiative qui avait été menée en 2016 par la DARPA, l'agence militaire de recherche américaine. Vous savez, ils organisent des concours assez régulièrement. Ils en ont organisé un en 2016 dans un casino à Las Vegas, vraiment à l'américaine, avec des commentateurs de catch, etc., qui couvraient l'événement. Et c'était fait sur plusieurs jours. Et dans ce concours, donc il y a quand même 55 millions de dollars en jeu, hein, et vous aviez 7 super ordinateurs qui s'affrontaient. C'était le premier tournoi de hacking 100% IA, sans intervention humaine. Et en fait, les ordinateurs devaient rendre un certain nombre de services. Donc, vous aviez par exemple un serveur Exchange, un serveur web, etc. Ils rendaient des services aux utilisateurs. Mais en parallèle, pendant toute la durée du concours, il y avait des flux plutôt horizontaux entre ces ordinateurs-là qui s'attaquaient eux-mêmes et qui aussi défendaient complètement en autonomie. Les résultats ont été assez intéressants puisque vous avez les ordinateurs donc, qui agissaient en complète autonomie, qui ont adopté des stratégies assez différentes. Vous aviez des ordinateurs qui étaient tout sur l'attaque, qui ont même pris des rebonds de leurs propres attaques. Vous aviez des ordinateurs au contraire qui étaient plutôt complètement sur la défense, qui ont passé beaucoup de temps à faire de la recherche de vulnérabilités, etc., qui ont trouvé des 0D, des vulnérabilités hyper fines dont la DARPA avait même pas connaissance. Et puis, vous aviez des ordinateurs qui avaient des stratégies un petit peu plus équilibrées, qui trouvaient le bon équilibre entre patcher, trouver des vulnérabilités, patcher quand c'était nécessaire, en même temps faire des attaques en parallèle, en même temps rendre le service. Parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'ils marquaient des points à chaque fois que leur service était rendu. Donc, à chaque fois qu'ils patchaient de manière un peu trop appuyée, que finalement il y avait un redémarrage qui était nécessaire, ben, ils ne rendaient pas le service. Donc, je trouve le parallèle intéressant parce que la DARPA avait organisé le même genre de concours pour des voitures autonomes en 2002. Donc, vous voyez, 2002, 2022, en 20 ans, l'avancée et la progression du marché des voitures autonomes. Là, ce concours, c'était en 2016, donc peut-être 2036. On arrive bientôt en 2025, peut-être qu'on est plus si loin finalement de ce genre de choses. Aujourd'hui, ça reste complètement de la science-fiction, mais c'est peut-être un horizon qu'on peut se donner, ou en tout cas vers lequel on se dirige peut-être voilà, à quoi pourrait ressembler la cyber beaucoup plus automatisée dans quelques années.
poser des questions aussi en levant le bras et si possible, présentez-vous en quelques secondes avant de poser la question. C'est fini pour le chat, Thomas? Je crois qu'il y en avait encore quelques-unes. Il y en avait encore Vas-y. quelques-unes. Donc, il y avait une question, l'IA sera-t-elle bienvenue pour maintenir les SBOM, Software Bill of Materials? Là, je vois deux choses. Pour moi, à date, il y a de l'automatisation qui peut être mise en place pour automatiser la collecte et la mise à jour des informations sur les composants logiciels. Ça permet de réduire les erreurs liées à voilà, l'homme et potentiellement accélérer le processus. Il peut y avoir des choses sur l'analyse de vulnérabilité. Donc, à l'image de ce que je viens de vous dire sur la DARPA, voilà, on sait que des IA sont capables de faire de l'analyse de vulnérabilité et de faire du discovery aussi de vulnérabilité 0 day. Voilà, c'est des choses qui sont assez avancées évidemment, mais qui existent et qui sont possibles. Donc voilà, une IA qui peut analyser le SBOM pour identifier des vulnérabilités connues dans les composants logiciels et suggérer des correctifs ou des mises à jour. Ça, c'est possible. Et puis potentiellement pour gérer aussi les dépendances entre les composants logiciels et alerter des équipes de dev, par exemple, en cas de conflit ou de mise à jour nécessaire. Ça, c'est aussi envisageable. Donc voilà, donc, là, je crois que la question était en lien avec du Log4j, etc. Mais je pense que en effet, il y a des choses à faire, il y a des choses qui commencent à être faites sur le sujet. Ensuite, il y a deux autres questions. Il y avait une question, est-ce qu'on peut faire confiance à des IA, des outils Microsoft et à Copilot? Là, j'ai envie de dire que la question est assez vague. Il y a plusieurs éléments de réponse. Euh, il y a un premier élément qui est la confiance intrinsèque que vous pouvez placer dans des fournisseurs et notamment des fournisseurs d'outils et de cloud. Et ça confère tout ce que je disais finalement sur la sécurité des fournisseurs avec l'évaluation de la maturité, etc. Euh, Ensuite, sur Copilot, il y a plusieurs choses. Euh, mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire, il faut bien comprendre où le fournisseur place ses actions de cybersécurité. Par exemple, un Microsoft sur Azure AI, il va maintenir des modèles. Il va, donc toute la partie gestion des vulnérabilités sur le modèle, maintien à jour, avoir les dernières versions à jour, ça, c'est clairement quelque chose que le fournisseur est censé faire. Euh, En revanche, ça ne veut pas dire que toute la sécurité pardon, est du côté du fournisseur. Tout ce qui va être gouvernance autour de la plateforme, sécurisation des cas d'usage qui viennent se brancher sur la plateforme, la gestion des plugins, des interconnexions sur la plateforme, ça va être dans la main du propriétaire de la plateforme. Et donc, voilà, il y a bien ce cadre à poser finalement dans la sécurité entre ce qui est censé faire le fournisseur et ce que vous êtes censé faire. Après, sur Copilot, je pense que la question est aussi très liée à la sécurité des données. Donc là, à nouveau, il faut savoir où cette donnée-là elle est stockée. Il y a une partie de l'engagement contractuel avec Microsoft où il est possible, il est possible de demander à stocker la donnée dans des data centers qui sont en Europe pour que cette donnée soit pas aux États-Unis. Ensuite, ce qui est utilisé, la donnée qui est envoyée dans les prompts au modèle sur Copilot, le modèle qui est mis à disposition par Microsoft ne réapprend pas sur cette donnée-là. Donc finalement, vous avez le même niveau de confiance là-dessus que vos SharePoint qui sont déjà chez Microsoft. Donc voilà, si vous faites confiance aux données qui sont sur votre SharePoint qui sont hébergées chez Microsoft, il n'y a pas de raison de ne pas faire confiance du coup, à Copilot qui, d'un point de vue contractuel en tout cas, fonctionne exactement de la même manière. Voilà, à peu près, je ne sais pas si ça répond à la question. En tout cas, je ne sais plus qui l'a posée, mais voilà, si jamais il y a besoin d'un complément, n'hésitez pas. Il y avait un deuxième aspect à cette question, c'était peut-on bloquer via le proxy Netscope tous les outils d'IA génératifs qui sont un risque potentiel d'extraction de données? Donc c'est vrai que c'est un gros risque, ce risque-là, qui n'est pas forcément un risque qui est lié proprement dit à l'IA. En tout cas, il y a un risque qui est exacerbé parce que des utilisateurs vont regarder des choses qui sont proposées directement à travers un accès Internet. Donc, ouais, il y a évidemment ChatGPT, Claude AI, mais il y a toutes les capacités d'IA qui sont, par exemple, dans Canva. On voit beaucoup, beaucoup de fuites de données à travers ça pour profiter des fonctionnalités de Canva, mais du coup, parfois, puis maintenant, avec le multimodal, c'est plus juste un prompt, c'est qu'on fait charger des fichiers PDF entiers dans son prompt pour les faire analyser par l'IA et obtenir des réponses.
évidemment, c'est autant de data qui part, du coup, c'est l'équivalent d'un post sur Facebook voilà, enfin, sur le principe, c'est exactement la même chose. Donc, est-il possible de bloquer? C'est un sujet qui est assez épineux et on n'a pas complètement toutes les réponses encore aujourd'hui, en tout cas les clients avec qui on a ces discussions-là. Il y a plusieurs options. Évidemment, c'est possible de bloquer, mais à ce moment-là, il faut blacklister l'ensemble des listes des sites. Donc ça demande de faire le monitoring pour regarder ça, puis c'est très très bloquant pour le métier. Donc ça peut poser quand même, ça peut poser quand même des problèmes. Il y a une solution intermédiaire qui est de mettre un avertissement sur le proxy. Donc sur la même base, on se liste les sites qui peuvent poser problème et on met un avertissement pour le proxy pour que quand l'utilisateur se connecte, il y ait quand même un message qui apparaisse en disant bah, ouais, attention, vous êtes sur un site où potentiellement il peut y avoir de la fuite de données, merci de ne pas utiliser des données sensibles ou confidentielles de l'organisation, etc. Ça, c'est quelque chose que nous, on a fait par exemple chez Wavestone pour ChatGPT. Quand on se connecte dessus, on a un petit avertissement qui nous rappelle les règles de bonne utilisation. Euh, la partie qui est plus compliquée, c'est le fait de détecter ces choses-là. Euh, c'est très difficile de trouver le bon niveau dans les règles de détection pour faire sonner des choses quand c'est pertinent et pas avoir des faux positifs qui viennent inonder le SOC et les équipes de détection. Donc sur cette partie-là, c'est en effet beaucoup plus difficile. Donc, les deux premières solutions peuvent être des solutions, mais parfois, pour la première, assez bloquantes. Et puis, sinon, il y a tout le travail d'accompagnement sur la sensibilisation qui reste quand même aussi un moyen d'onboarder les équipes sur les bons réflexes. J'avais une autre question sur est-ce qu'on peut intégrer des détections par IA dans un SIEM de type Logpoint? Donc ça, pour le coup, oui, et il y a beaucoup d'outils qui commencent à proposer ce genre de choses. Ce qui est intéressant, c'est quand même de regarder si les fournisseurs, votre fournisseur de SIEM, euh, enfin en tout cas les outils autour de ces capacités-là, proposent des choses. Parce que l'idée, c'est quand même de commencer avec un module qui est déjà proposé par un de vos fournisseurs. Euh, mais, euh, et sinon, il y a d'autres outils qui permettent d'enrichir la partie de détection, que ce soit dans du endpoint directement sur des EDR ou que ce soit sur du réseau avec toutes les capacités de NDR, etc. Je parlais aussi du WAF, WAP, mais qui sont voilà, des outils qui permettent de faire de la détection enrichie sur ces briques-là directement. Donc, pas forcément en faisant levier sur tout ce qu'il y a dans le SIEM, mais directement à partir de ces capteurs-là. Ça peut être intéressant, mais en tout cas, tout ce qui est IA prédictive, en effet, c'est très pertinent et c'est vraiment quelque chose qui peut permettre d'augmenter les capacités de détection. Voilà, je crois qu'il y a une dernière question que j'ai sautée sur la partie norme ISO. Il y a en effet deux normes ISO, la 38507 et la 270 014 qui propose la 27 014 pardon, qui propose d'une part des choses sur la gouvernance de l'IA, d'autre part sur la gouvernance de la cybersécurité. Et la question, c'était est-ce qu'il y a des chevauchements entre ces normes et qui permettent d'être utilisées ensemble pour renforcer la gouvernance dans un environnement numérique intégrant l'IA et la cybersécurité? Euh, Ma réponse est plutôt non. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une norme ISO qui est du 42001, qui est plutôt sur le management des systèmes d'IA, qui inclut déjà des bonnes pratiques sur la manière de gérer ces systèmes, mais qui inclut très très peu de cybersécurité, et qui est assez proche de la 27001 pour ceux qui la connaissent. Euh, donc, je pense qu'il y a des choses qui sont plus intéressantes dans le NIST et ARMF et potentiellement dans les référentiels que je mentionnais tout à l'heure, en attendant la norme ISO qui sera spécifique cybersécurité des systèmes d'IA. Je pense que c'est plutôt de ce point de vue-là qu'il faut creuser. Si quelqu'un a une question à poser, d'évoquer, comme on dit en latin, vous levez le bras, vous vous présentez et vous posez la question. En tout cas, vous aurez, vous aurez très vite, enfin, vous aurez quand on lui aura mis les slides des deux présentations, un compte rendu
de notre élève du Master de Cybersecurity et e-santé de Paris-Cité, Clarisse Véron. Vous aurez l'enregistrement, si je ne me suis pas planté en l'enregistrant. Et puis, donc, je dirai quand ça sera disponible sur LinkedIn. Gérard, Ça j'ai sera quand même disponible. Oui, oui, j'ai pas vu. Tu encore as une levé une. question. Je voulais juste terminer en disant que ça sera sur le web de l'ARCSI aussi. Vas-y, Jean-Jacques, on t'écoute. Bonsoir, merci pour votre exposé. Jean-Jacques Urban, retraité de l'informatique du groupe PSA il y a très longtemps. Je ne vous cache pas qu'après votre exposé, je suis assez mal à l'aise parce que de ce que j'ai cru comprendre de tous ces outils d'IA générative, en synthèse, c'est qu'en gros, on ne sait pas comment ça marche. Et quand vous avez décrit un certain nombre de risques, j'en ai vu accumuler un certain nombre, vous rajoutez un certain nombre de couches pour contrôler des trucs dont on ne sait pas en fait comment ça fonctionne. Donc, j'ai un petit peu de mal à rabouter tous ces morceaux et du coup, je me demande si en fait, ça vaut vraiment le coup de se lancer dans ces trucs d'IA. Tel que j'étais responsable à un moment donné, moi, j'aime autant vous dire que les gars qui m'auraient présenté des projets, ils auraient dû affûter leur crayon. Et du coup, je me demande si en fait c'est pas une boîte de Pandore et que en fait, ben voilà. Donc c'est ça un sentiment d'un ancien qui était habitué quand il faisait des applications de pilotage d'usine, de faire en sorte que les tests valident le fait que quand on allait mettre en production, on avait les résultats qu'on espérait, quoi. Voilà. Ouais, merci pour la question. Euh, Ma conviction là-dessus, c'est que, et ce qu'on observe sur le marché depuis le début, c'est qu'en fait, les projets n'attendront pas la cybersécurité. D'ailleurs, ne l'attendent déjà pas. Aujourd'hui, l'IA, c'est une transformation qui est en cours. On voit que ça apporte quand même de la valeur au métier, que le métier s'en empare parfois avec je le disais au début, avec des sponsorships à très haut niveau dans les entreprises qui décident de faire avancer le sujet rapidement. Donc l'idée, c'est vraiment comment est-ce qu'on accompagne ça. Je ne pense pas que d'être en blocage de l'ensemble des projets, c'est quelque chose qui sera productif parce que le métier ira quoi qu'il arrive. Et même si le métier décidait de s'aligner, il y a quand même un risque que à terme, le fait de ne pas prendre le pli de l'IA, ça fasse perdre un avantage compétitif et que tout simplement le métier soit dépassé. Donc je pense que il faut plutôt épouser cette transformation. Elle amène toutes les complexités que je présentais, mais c'est quand même possible d'augmenter le niveau de confiance dans les projets, même s'il y a des choses qui sont plus difficiles, beaucoup plus floues que dans des projets IT classiques. Mais déjà de mettre en place ce que je présentais tout à l'heure, c'est-à-dire d'être en capacité d'identifier les bons risques, ça permet de mapper déjà ce qui se passe et potentiellement où est-ce qu'il faut mettre l'effort. Et puis, bien sûr, c'est un sujet neuf, on apprend tous au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est de commencer à se mettre le pied à l'étrier pour construire cette capacité. C'est ce qui s'est passé aussi en cybersécurité sur les 30 dernières années. Et donc là, voilà, il y a un nouveau domaine qu'il va falloir apprivoiser, mais je pense qu'il y a quand même bon espoir qu'on y arrive. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Très bien. Bah, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, Gérard, mais sinon, je pense qu'on peut clôturer. Ouais. Béatrice, tu n'es pas connectée là? Non, donc elle a eu un empêchement. Voilà, donc, écoutez, c'était un grand lundi de la cyber. Il y aura tous les documents là-dessus pour le passer, le repasser et le passer encore. Vous aurez déjà les slides assez vite. L'enregistrement, ça enregistre sur MP4. Ça doit faire vue de nez dans les 400 mégaoctets. Donc, on ne vous demande pas de télécharger ça. On vous le servira sur YouTube, mais il faudra le temps de le constituer, quoi.
Et comme celui qui va le faire ne le fait que le week-end, au mieux le week-end prochain, vous aurez peut-être le tout dans le web, sur le web de l'ARCSI. Et en tout cas, Thomas, tu es dans le bon créneau là concernant la cybersécurité avec l'IA et l'IA Gène. Je me plains pas. Et Webstone aussi. Ok, bah écoutez, merci à tous, merci pour l'invitation, Gérard, et puis au plaisir de. Ah ben, c'était un plaisir. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt. L'intervenante pour pour les 15 minutes des associations de, euh, de lundi, en janvier, 17 janvier, 16 janvier, sera la vice-présidente du Cercle des femmes de la cybersécurité, Marion Dubien. Sachant que ce Cercle des femmes de la cybersécurité décerne les trophées pour plusieurs catégories de femmes cyber qui ont brillé cette année. Voilà, ça se passera au théâtre Bobino. Si certaines et certains d'entre vous y vont, eh ben on se verra sur place demain soir, puisque moi j'y serai. Voilà. À bientôt. Au revoir. J'arrête l'enregistrement.